À 3 heures du matin, à la morgue, un médecin rédigeant un rapport de décès entend une personne décédée murmurer « Luz, la maison jaune, ne me laisse pas ». Écoutez ce murmure qui l'amènera sur les traces d'une fille disparue et découvrez ce que vit ce médecin. Il est 3h09 du matin. La morgue est froide, le néon clignote et la pluie frappe la petite fenêtre. L'hôpital dort, mais personne ici ne se repose. Le docteur Samantha Rivera pousse la porte avec sa hanche, attache ses cheveux en arrière et se tient près de la civière en acier. L'étiquette sur les pieds du corps indique NN47, pas de nom, pas d'histoire, juste un numéro. Environ 40 ans, pâle, traces de pluie et de chute sur le corps, trouvé dans la rue, transféré comme inconnu, arrêt cardiaque. Samantha enfile ses gants, le droit, puis le gauche, le bruit du latex rompant le silence. Son visage est impassible, mais la fatigue se lit dans ses yeux. Elle regarde toujours l'horloge. 3h12. Depuis cette chambre blanche, celle avec les bips, la petite toux, son fils Gabriel, elle a pris cette habitude. Elle repousse ce souvenir comme on ferme un tiroir. Pas aujourd'hui. Elle découvre le corps avec précaution, comme s'il pouvait encore sentir le froid. Personne ne lui a appris cela, c'est juste par respect. Elle vérifie ses instruments, scalpel, ciseaux, pince, règles graduées, crayons gras, tout est en ordre. Car lorsque le cœur est un désert, l'ordre est tout ce qui reste. Elle signe « Dr Rivera ». Le stylo ne fonctionne pas. Elle le tapote, soupire. Le nom de Gabriel lui échappe presque, mais elle le ravale. La pièce bourdonne grâce à la climatisation. La pluie s'intensifie. Elle se frotte les bras, réchauffe ses mains gantées sous la lumière. Son dos la fait souffrir à cause des trop nombreuses gardes. Elle se penche pour regarder le visage de l'homme. Cheveux humides, paupières bleues, une vieille marque sur le cou, comme celle laissée par une chaîne. Un homme de la rue, peut-être un père, peut-être un inconnu. Elle lisse le drap avec sa paume. La dernière gentillesse pour quelqu'un qui ne peut plus rien demander. Elle prend une inspiration, rapproche le chariot en acier, tout à portée de main. « Allons-y », se murmure-t-elle. Le scalpel brille sous la lumière blanche. Elle approche la pointe de la peau froide du défunt. Et à ce moment précis, un souffle infime, si faible qu'elle pourrait provenir de l'air ambiant. Mais Samantha la sent. Tout son corps se tend. Le scalpel se fige dans les airs. La pluie semble disparaître. Seul cet instant subsiste. Elle retient son souffle, regarde son visage, sa peau toujours pâle, ses lèvres incolores. Tout est pareil. Non, ce n'est pas possible. Elle essaie de s'en convaincre, secoue la tête, expire par la bouche, mais son corps ne lui obéit pas. Ses jambes sont lourdes. Son cœur bat vite. Elle glisse les doigts de sa main libre sous le drap jusqu'à atteindre la poitrine de l'homme. Elle touche une peau froide et dure. Rien, mais il y a quelque chose, un frémissement, un pouls. Calme-toi, Samantha, tu es fatiguée. Ce n'est pas la peur qui te fait imaginer des choses. Calme-toi, Samantha, tu es fatiguée, murmure-t-elle. Elle retire sa main, mais le silence semble désormais différent, comme si l'air avait un son. Elle prend une profonde inspiration, forçant son esprit à revenir en mode automatique, puis l'impossible se produit. Un bruit faible, un souffle qui ne provient pas de la pièce, mais de lui. Samantha ouvre les yeux. Le scalpel tombe sur le sol avec un clic sec. Elle recule d'un pas. Son corps se raidit. L'air semble disparaître. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Murmure-t-elle sans se rendre compte qu'elle parle. Elle s'approche lentement, comme si elle avait peur de réveiller un cauchemar. Elle colle son oreille contre la poitrine de l'homme. La peau froide touche son visage chaud. Elle reste ainsi pendant quelques secondes qui lui semblent une éternité. Silence, rien. Mais là, en arrière-plan, quelque chose, un bruit comme une légère brise qui va et vient, presque un murmure, un souffle si doux qu'il pourrait n'être que l'écho de sa propre respiration. Elle ferme les yeux et essaie de ressentir à nouveau l'oreille contre sa poitrine, la main sur le métal de la civière pour soutenir sa tête confuse. Non, ce n'est pas mon esprit, c'est l'épuisement. Sa voix sort tremblante, mi-rieuse, mi-pleureuse. Une hallucination, Samantha, rien que ça. Elle se redresse et passe sa main sur son front, essayant d'essuyer la sueur qui ne devrait pas être là. 4, si froid. La lame sur le sol reflète la lumière. Elle se penche et ramasse le scalpel. La pointe tremble entre ses doigts. À chaque seconde, le bruit de la pluie s'éloigne. Elle sent son cœur battre dans son cou. Elle ferme les yeux et essaie de se convaincre que c'était l'air. Que c'était l'air. Elle le répète doucement, comme pour s'hypnotiser, mais même avec la lame dans la main, elle ne peut pas continuer. Ses gants tremblent.
Elle essaie de garder le regard fixe, mais ses yeux ne peuvent mentir. Un frisson lui parcourt le cou, un léger mouvement, presque imperceptible. La main de l'homme, celle-là même qui n'avait pas bougé depuis des heures, se contracte. D'abord un doigt, puis un autre. Un spasme, un réflexe, veut-elle croire. Mais tout son corps tremble légèrement. La peau, autrefois rigide, semble maintenant vouloir reprendre vie. Le scalpel tombe de sa main dans un bruit sec. Sa poitrine se soulève d'1 millimètre, puis retombe. Un souffle si court, si faible, qu'il pourrait n'être qu'une illusion. Mais ce n'est pas le cas. Le corps bouge, un muscle se contracte, la mâchoire se crispe, l'air devient lourd. Samantha recule d'un pas, le cœur battant à tout rompre, puis soudain, ses yeux s'ouvrent lentement, comme si le monde lui-même avait oublié comment faire. Ses paupières se lèvent, révélant 2 yeux enfoncés, sombres, perdus. Il respire avec difficulté, sa gorge émettant un son rauque, presque un gémissement. Samantha est paralysée. Le scalpel brille sur le sol, mais elle ne le remarque même pas. Ses mains transpirent dans ses gants. Son esprit essaie de comprendre ce qui se passe, mais son corps le sait déjà. Cet homme qui était mort est vivant. « Mon Dieu !» murmure-t-elle, la voix tremblante. Soudain, son bras bouge et attrape fermement son poignet, écrasant le gant sous la pression. Samantha essaie de se libérer, mais il la serre comme s'il se noyait. Ses yeux la regardent avec désespoir. « Ne me quitte pas !» murmure-t-il d'une voix rauque, faible, mais pleine de peur. « Luz, la maison jaune !» Les mots sortent saccadés et lourds. Samantha reste immobile, les yeux écarquillés. « Quoi ?» demande-t-elle sans se rendre compte qu'elle a répondu. « Quelle maison ? Qui est Luz ?» Il essaie de parler à nouveau, mais sa respiration faiblit. La main qui la tenait commence à perdre de sa force, tremblante. Ses doigts glissent le long de son bras. Il essaie toujours de bouger ses lèvres, murmurant quelque chose qu'elle ne comprend pas tout à fait. Il répète, presque sans bruit, « Luz, ne me laisse pas ». La phrase résonne en elle comme un appel à l'aide. Son corps tremble à nouveau et retombe sur la civière. Ses yeux restent ouverts, mais sans focalisation. Samantha touche son cou, cherchant son pouls. Il est là, mais faible et irrégulier. Non, il ne peut pas tenir le coup. « Tiens bon, s'il te plaît, » dit-elle, la voix mêlée de larmes et de peur. « Tu m'entends ? Reste avec moi. » Elle appuie sur le bouton rouge sur le mur. Le son de l'alarme rompt le silence. Le signal d'urgence résonne dans les couloirs, déchirant le petit matin. La porte s'ouvre brusquement. 2 infirmières se précipitent, suivies de l'ambulancier Diego. Il la regarde, perplexe. « Que s'est-il passé, docteur ?»« Il était mort, » dit-elle en montrant la civière. « Il a ouvert les yeux, m'a attrapé, m'a parlé, il a parlé ?» demande Diego, surpris. « Mais cet homme avait déjà un certificat de décès, docteur. Je sais ce que j'ai vu. Allez, aidez-le. » Tous les 3 s'activent rapidement, leurs mains travaillant automatiquement. Électrode, oxygène, vérification du pouls. Son corps tremble, ses yeux se révulsent, sa respiration s'arrête. Samantha tient fermement sa tête sur le côté, son visage près du sien. « Restez avec moi, s'il vous plaît », murmure-t-elle. « Vous n'allez pas mourir à nouveau, vous m'entendez ?» Le moniteur émet un bip irrégulier qui fait peur. Les chiffres montent et descendent. Une des infirmières presse le ballon en bout. Une autre court chercher l'adrénaline. Tout se passe en quelques secondes, mais pour Samantha, c'est comme une éternité. La pression augmente. Diego crie « Il revient !» Elle ne le quitte pas des yeux. Son visage est pâle et en sueur, ses lèvres tremblent. Soudain, il essaye de parler à nouveau entre les tubes à oxygène. « Steven !» souffle-t-il d'une voix rauque, presque sans force. Elle se penche pour mieux l'entendre. « Steven, c'est ton nom ?» Il essaie d'acquiescer, mais sa tête tombe sur le côté, ses yeux se ferment, son corps se détend. Le moniteur émet une autre alarme. « Il s'est évanoui !» crie Diego. « Allez, compression !» La pièce devient chaotique. Les équipements bougent, les voix se croisent. Samantha lui prend le pouls avec force, comme si elle pouvait le ramener à la vie avec ses mains. Chaque fois qu'ils appuient sur sa poitrine, elle entend le bruit de la pluie dehors se mêler à l'alarme qui continue de retentir dans les couloirs. « Allez, Steven !» murmure-t-elle à travers ses larmes. « Reviens, s'il te plaît. » Les bruits de pas, les instruments, les bips du moniteur, tout se mélange dans un orchestre de désespoir. Et au milieu du chaos, alors que la pluie tombe plus fort dehors et que les couloirs se remplissent d'échos, Samantha comprend quelque chose qui ne peut s'expliquer. L'impossible vient de se produire sous ses yeux. Le matin arrive, gris. L'hôpital ressemble à un navire fatigué flottant dans le brouillard. Le couloir sent le café froid et le désinfectant. Samantha marche lentement dans sa blouse froissée, les yeux enfoncés. Elle a passé toute la nuit aux urgences, assise sur un banc métallique,
à regarder le moniteur bipère au rythme incertain d'une vie qui ne voulait pas partir. Maintenant, le bruit de ses pas est froid. Dans sa main, elle tient un bloc-notes avec des papiers qu'elle ne veut pas signer. Son nom y figure, NN47. Mais maintenant, elle sait déjà, Steven. Chaque lettre de ce nom pèse comme du plomb sur la porte vitrée du bureau administratif. Son reflet ressemble à celui d'une autre personne, pâle, fatiguée, les cheveux négligemment attachés derrière le dos. Derrière le bureau, le directeur de l'hôpital, le docteur Montalban, ajuste ses lunettes et soupire bruyamment sans la regarder. « Docteur Rivera, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle obéit, mais intérieurement, elle reste debout, les mains sur les genoux, les doigts serrant fermement le papier. « On m'a raconté ce qui s'est passé, » commence-t-il d'une voix sèche. « Vous l'avez déclaré mort, puis l'homme a montré des signes de vie. C'est vrai, il est revenu, docteur. Sa voix est ferme mais blessée. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il m'a attrapé, il m'a parlé. Les infirmières l'ont vu aussi. Montalban. » Il se gratte le front et prend une profonde inspiration. « Samantha, vous comprenez l'ampleur du problème que cela pourrait causer, n'est-ce pas? La presse, la police, la direction. Un homme mort qui n'était pas mort. C'est un scandale. Le scandale, c'est d'enterrer un homme vivant. Docteur, répond-elle, la voix montant avant qu'elle ne puisse la contrôler. Il était froid? Oui, mais il respirait. J'ai senti son souffle sur mes doigts. Vous devez comprendre, l'interrompt-il, plus sérieusement. Ce genre de choses arrive. Mort apparente, réflexe involontaire. Maintenant, il est dans un coma profond, c'est ce que montrent les tests, et honnêtement, il marque une pause. Regardant le papier, il ne se réveillera probablement pas. La phrase fait mal comme un coup de couteau. Samantha baisse les yeux, mais n'abandonne pas. « Vous n'étiez pas là », dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai vu l'impossible devant moi. Personne ne se réveille d'un coma au milieu d'une autopsie par accident. Il se passe quelque chose de plus important. » Il secoue la tête, agacé. « Plus important, docteur, » dit-elle ironiquement. « La seule chose qui compte ici, c'est le protocole. Et le protocole est clair. Vous écrivez qu'il s'agissait d'un cas de mort apparente et nous continuons. Pas de miracle, pas d'histoire de feuilleton. Compris ? » Elle prend d'une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. « Vous ne me croyez pas, mais j'ai vu de la vie dans cet homme. » Ses yeux se remplissent de larmes. « Il m'a serré le poignet, docteur. Il m'a regardé et m'a demandé de l'aide. » Le directeur enlève ses lunettes et parle plus doucement. « Samantha, je sais que vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Tout le monde ici le sait, mais cela brouille peut-être votre jugement. » Elle se lève lentement, sans le quitter des yeux. « Brouiller mon jugement, » répète-t-elle d'une voix brisée. « J'ai perdu mon fils, docteur, mais cela ne m'a pas aveuglé. Je sais à quoi ressemble un corps sans vie, et cet homme n'était pas mort. » Un silence pesant s'installe entre eux. Seul le chariot de nettoyage dans le couloir se fait entendre au loin. Montalban range les papiers, essayant de mettre fin à la conversation. « Remplissez le rapport. Rivera, écrivez, décès confirmé. C'est la bonne chose à faire, et continuez votre service. » Elle serre les poings. Sa poitrine se soulève et s'abaisse rapidement, comme si elle retenait une explosion. « La bonne chose, » répète-t-elle doucement. « La bonne chose serait de se battre jusqu'au bout, docteur. La bonne chose serait de ne pas abandonner quelqu'un simplement parce qu'il semble perdu. » Il hausse les sourcils avec lassitude. « Samantha, vous savez comment ça marche ici. Personne n'est Dieu. Personne ne décide qui vit et qui meurt. » Elle fait un pas en avant, le regard fixe. Elle parle doucement, mais chaque mot fait mouche. Personne n'est Dieu pour retirer cette chance, pas même le directeur. Il ferme le dossier, mettant fin à la conversation. « Je comprends ce que vous ressentez, mais veuillez signer le papier. Confirmé. » Elle regarde le formulaire, l'espace vide où elle doit écrire « Décès confirmé ». Le stylo pèse lourd dans sa main. L'horloge murale indique 9 heures dehors, la pluie fine et constante recommence à tomber. Elle passe son doigt sur le papier comme si elle cherchait à nouveau un pouls. Son cœur bat au même rythme que la nuit précédente. « Il va vivre », dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à lui. « Même si personne ne me croit, même si je suis la seule à essayer. » Montalban soupire. Elle s'épuise pour rien. Elle lève les yeux remplis de larmes, mais déterminée. « Je préfère m'épuiser à essayer de sauver quelqu'un plutôt que de remplir un bout de papier en prétendant que tout est fini. » Elle laisse le formulaire sur la table et sort du bureau. Le bruit de ses pas résonne bruyamment dans le couloir, ainsi que l'écho de ses talons sur le sol froid derrière elle. Le directeur secoue la tête en marmonnant quelque chose qu'elle ne peut plus entendre. Samantha marche rapidement. L'air dans le couloir semble plus lourd, mais en elle,
Quelque chose de petit brille à nouveau, un fil de foi presque invisible, une chance de 0,01%, comme elle l'a dit elle-même. Et pour ces 0,01%, elle va se battre, même si tout le monde dit que c'est fou, même si personne ne la croit, car pour la première fois depuis longtemps, l'impossible l'a regardée et a respiré. 2 jours plus tard, aucun résultat, aucun signe. La salle de réveil sent l'alcool et l'espoir mélangés. Les lumières clignotent faiblement. Le bourdonnement des appareils est constant, presque hypnotique. Samantha se tient à côté du brancard, les yeux fixés sur le visage de l'homme que, quelques heures plus tôt, tout le monde jurait être mort. Maintenant, il respire faiblement, irrégulièrement, mais il respire. Le masque à oxygène couvre la moitié de son visage et l'air entre par petits sanglots. Le son du moniteur ressemble à un battement de cœur au loin, vivant mais incertain de l'autre côté. 2 infirmières ajustent les câbles. L'ambulancier Diego vérifie la perfusion. Samantha ne dit rien, elle se contente d'observer. Il y a quelque chose dans ce silence qui lui serre la poitrine. La lumière froide de l'hôpital tombe directement sur la poitrine de Steven. Sa peau porte encore des marques violacées, des égratignures, des signes de lutte ou de négligence. Samantha remonte le drap jusqu'à son cou, mais quelque chose attire son attention. Une petite bosse presque invisible juste en dessous de sa clavicule gauche. Elle fronce les sourcils, se penche et tire délicatement sur le tissu, déplaçant légèrement le drap. Il y a une cicatrice en forme de croix, si parfaite qu'elle semble intentionnelle. Ce n'est pas une marque laissée par une coupure accidentelle ou une chute. Elle est symétrique, nette, ancienne. 2 fines lignes croisées avec précision. Samantha passe instinctivement son doigt sur la marque. La peau est froide mais ferme. Ce contact lui procure une sensation étrange, entre respect et crainte. « Docteur, tout va bien ?» demande Diego sans lever les yeux des moniteurs. « Oui, tout est sous contrôle », répond-elle rapidement, cachant ses sentiments, mais son cœur bat plus vite. Elle se penche un peu plus près, regardant attentivement la cicatrice. Le bout de ses doigts glisse doucement sur la croix, comme pour essayer de comprendre ce que signifie la foi, ce qu'elle pense de la violence, des marques. Elle a vu toutes sortes de cicatrices, des coupures au couteau, des brûlures, des tatouages déchirés, mais rien de tel. La croix semble ancienne et en même temps faite intentionnellement. Son regard se perd un instant, des images défilent dans son esprit, le scalpel en l'air, le soupir faible, la voix rauque qui dit « Luz, la maison jaune ». Tout commence à se mélanger et cette marque semble être un signe, une partie d'une histoire qu'elle ne comprend pas encore. « Sam !» appelle à nouveau Diego. « Tu veux que j'augmente l'oxygène ?» Elle met un moment à répondre. « Laisse comme ça. » Il réagit. Diego hausse les épaules et se remet au travail. Samantha se redresse, ajuste sa blouse et regarde autour d'elle. Personne d'autre ne remarque cette petite croix, sauf elle. Sur un coup de tête, elle fouille dans sa poche et sort son téléphone portable, faisant semblant de consulter ses messages. Elle attend que les infirmières s'éloignent de la civière pour changer la perfusion, puis, d'un geste rapide, elle ouvre l'appareil photo. Le clic est faible, presque inaudible, mais pour elle, il résonne comme le tonnerre. L'image apparaît à l'écran, la petite croix marquée sous la clavicule, entourée de peau abîmée. Elle zoome et analyse chaque ligne. Il y a quelque chose d'étrange dans la forme. La coupure verticale est plus profonde et il y a de petites marques de brûlure sur les bords, comme si un fer chaud avait été pressé contre sa peau. Son estomac se noue. « Qui t'a fait ça ?» murmure Samantha, presque sans voix. L'homme ne répond pas. Sa poitrine se soulève et s'abaisse lentement au rythme des machines. Samantha met son téléphone portable dans sa poche, prend une profonde inspiration, regarde à nouveau son visage et essaie de l'imaginer avant la douleur, avant l'abandon, avant cette croix. Diego s'approche. Il va rester en observation pour l'instant. Sa tension artérielle est stable. « Tu veux que j'apporte le rapport au patron ?» Elle réfléchit un instant mais secoue la tête. « Laisse-moi faire, je vais le lui remettre moi-même. » Diego hoche la tête et s'en va. La porte se referme et la pièce est presque silencieuse, à l'exception du bip du moniteur, du goutte à goutte de la perfusion et de sa respiration qui emplit l'air. Samantha s'assoit à côté du lit et regarde à nouveau cette croix. Quelque chose dans cette marque semble lui parler, un symbole de foi peut-être, ou de punition. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle sent que cette cicatrice recèle une histoire, une vérité cachée sous la peau, et qu'elle doit d'une manière ou d'une autre découvrir ce que c'est. Du pouce, elle touche à nouveau sa poitrine, doucement. La peau réagit par un petit frisson presque invisible. « Je ne sais pas qui tu es, ni ce qu'ils t'ont fait », murmure-t-elle, « mais cette marque, cette croix,
semble vouloir être rappelée. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle ne sait pas si c'est à cause de la fatigue ou à cause du mystère qui commence à naître là, au milieu de la douleur et de la foi oubliée. Elle attrape le drap et couvre sa poitrine lentement, avec précaution, comme pour protéger un secret. Le moniteur continue de biper régulièrement. Samantha prend une profonde inspiration. Elle sent quelque chose bouger en elle aussi, quelque chose qu'elle ne comprend pas, mais qui la pousse à rester là en silence, à observer, comme si au fond d'elle-même, elle sentait que cette petite croix, sous la peau d'un inconnu, était le début de quelque chose qui allait tout changer. 2 jours supplémentaires se sont écoulés, 4 jours complets depuis que Steven a été ramené d'entre la vie et la mort, et pourtant son corps reste immobile, relié à des câbles, des tubes et des machines qui respirent à sa place. Samantha entre lentement, poussant la porte avec son épaule dans le couloir. La lumière jaune contraste avec le blanc stérile de la pièce. Elle porte un bloc-notes avec des papiers, mais elle ne regarde pas les chiffres. Son regard se porte directement sur lui. Steven semble endormi, la peau pâle, les cheveux collés au front par la sueur, la poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Le bruit du moniteur cardiaque est le seul bruit qui prouve qu'il y a encore de la vie là-dedans, même si elle est très faible. Elle s'approche du lit et s'assoit sur la chaise qui semble faire partie d'elle ces jours-ci. Les infirmières plaisantent même en disant que le médecin va finir par s'y installer. Elle fait semblant de rire, mais c'est à moitié vrai. Depuis cette nuit-là, Samantha n'est presque jamais rentrée chez elle. Ses yeux sont fatigués mais attentifs, observant chaque détail, chaque respiration, chaque petit mouvement. Elle tient le bloc-notes sur ses genoux, mais le crayon tombe de sa main et reste là, sur le sol, oublié. 4 jours, dit-elle doucement en le regardant. 4 jours et rien, Steven, mais je sais que tu m'entends. Le silence lui répond. Elle passe sa main sur le drap, lissant le pli près de son épaule. Elle le fait avec tant de précaution qu'on dirait qu'elle a peur de lui faire mal. Je ne devrais pas m'impliquer, vous savez. Elle continue d'une voix fatiguée, presque comme si elle se confessait. C'est ce qu'ils disent. Gardez vos distances émotionnelles, docteur, mais comment faire ? Comment regarder quelqu'un qui est revenu de l'impossible et faire comme si c'était un cas comme les autres ? Elle prend d'une profonde inspiration. Le bruit de l'air qui passe dans son nez se mêle au bourdonnement des machines. Tout l'hôpital semble endormi. Dehors, une pluie fine tombe depuis tôt le matin, plongeant la journée dans une ombre grise. Samantha attrape le stéthoscope et le place sur sa poitrine. Le son est faible, mais il est là, et ce petit signe la fait fermer les yeux, comme dans une prière silencieuse. « Continue à te battre », murmure-t-elle. « Je suis là. » Le temps passe lentement. Les heures s'égrènent comme si l'horloge était paresseuse. Elle se lève, change la perfusion, note quelques chiffres pour faire semblant de travailler, puis se rassied sans se presser. Soudain, un bruit différent, un petit craquement, un gémissement, presque un soupir. Samantha se redresse sur sa chaise, alerte. Steven appelle doucement. Rien. Elle lui prend la main. Sa peau est froide, mais vivante. Instinctivement, elle commence à parler comme s'il pouvait l'entendre. Tu dois repartir. Oui, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Mais quelqu'un doit t'attendre. Personne ne disparaît de ce monde sans laisser quelqu'un derrière lui. Un lourd silence s'abat sur la pièce. Le moniteur continue d'afficher des battements cardiaques lents. Samantha reste là, caressant le dos de sa main avec son pouce sans s'en rendre compte. Puis il y a un léger mouvement, une légère traction sur le tissu de sa robe, si légère qu'elle pense l'avoir imaginée. Mais non, la main de Steven, qui était immobile, agrippe maintenant sa manche, faiblement, tremblante, mais assez fort pour lui couper le souffle. Samantha se penche vers lui, la voix tremblante. « Tu m'entends » Ses yeux s'ouvrent légèrement, ses pupilles dilatées, perdues, comme si elle ne savait pas où elles sont. Il essaye de parler, la gorge tendue, l'air sortant sous forme de son rauque. « Sam, je suis en train de mourir. » Sa voix s'éteint, coupée. Samantha se rapproche, presque collant son oreille à ses lèvres. « Calme-toi, ne parle pas, repose-toi. » Mais il insiste, les mots sortant lentement, entrecoupés, chacun avec beaucoup d'effort. « Sam, je suis en train de mourir. Cherche Luz, la maison jaune, kilomètre 23, ancienne route. » Sa respiration s'accélère, le moniteur émet des bips plus rapides. Samantha appuie sur le bouton pour appeler à l'aide, mais ne lâche pas sa main. « Qui est Luz ?» demande-t-elle, presque essoufflée. « Quelle maison est-ce » Il essaie de continuer, mais ses yeux se referment, son corps se détend. Le bruit des machines reprend son rythme habituel. Samantha reste immobile. Ces mots résonnent encore dans sa tête. « Cherchez Luz, maison jaune ». Elle sent son cœur battre à toute vitesse. Elle ne sait pas pourquoi, mais ces mots restent gravés dans son âme
comme s'il s'agissait d'une supplication, non pas médicale, non pas logique, mais humaine, une demande faite avec les dernières forces d'un homme à l'article de la mort. Elle regarde son visage désormais paisible. Des larmes coulent sans crier gare. « J'irai », dit-elle, presque dans un murmure. « Je te le promets, Steven, j'irai. » Et à cet instant, elle sent quelque chose s'enflammer en elle. Une chaleur ancienne et oubliée, une petite étincelle de foi qui brille à nouveau au milieu de l'obscurité. Ce n'est pas grand-chose, juste une étincelle, mais cela suffit pour lui faire croire, pour la première fois depuis longtemps, qu'il y a peut-être une raison à tout cela. Elle lui serre à nouveau la main, fermement. Dehors, la pluie continue de tomber comme si le ciel pleurait lui aussi. Elle lui saisit à nouveau la main, fermement. Dehors, la pluie continue de tomber comme si le ciel pleurait lui aussi, mais à l'intérieur, Samantha ressent le contraire, une douce paix, presque enfantine, et en silence, elle fait la première promesse qui changera le cours de sa vie. Elle va retrouver Luz. La fin de son service pèse lourdement sur ses épaules. Il est presque 18 heures. La lumière à l'extérieur est déjà grise. Samantha pousse la porte de l'hôpital avec sa hanche et sent l'air froid de la pluie directement sur son visage. Le gardien dans la cabine lève la main en signe de salut discret. Elle répond par un bref geste et court vers la vieille voiture. Son manteau est trempé en quelques secondes. Le clic de la poignée semble venir d'une autre époque. Le siège grince lorsqu'elle s'assoit. Une odeur de café renversé imprègne l'habitacle. Sur le tableau de bord se trouve la photo froissée de son fils, retournée il y a des mois. Toujours dos à elle pour qu'elle ne la regarde pas, pour qu'elle ne se souvienne pas. Elle reste quelques secondes, la main sur le volant, la pluie frappant la vitre comme pour la presser de se dépêcher. « C'est maintenant », dit-elle doucement, presque sans voix. Sa main se pose sur la photo. Elle la touche lentement, comme si elle touchait un visage aimé. Elle la retourne lentement, la redresse, enlève un petit morceau de peluche collé au bord du papier. L'image usée du petit visage apparaît complète. Sa poitrine se serre, mais cela ne fait plus mal comme avant. Cela fait mal d'espoir. « Guide-moi », murmure-t-elle. « S'il te plaît ». Le moteur tourne 2 fois avant de démarrer, puis tousse et accepte. Les essuie-glaces raclent le pare-brise. Dans un va-et-vient nerveux, la rue scintille d'eau, les phares des voitures deviennent de longues traînées. Samantha prend une profonde inspiration, passe la première vitesse et démarre. La pluie s'intensifie au premier virage. Le bruit à l'extérieur devient un rideau. Elle plisse les yeux pour voir au-delà de l'éblouissement humide. Les mains fermes sur le volant, les doigts blancs de tension. La radio s'allume dans un grésillement. Elle appuie sur le bouton jusqu'à trouver une station, n'importe quelle station. Une vieille chanson commence doucement. Elle augmente légèrement le volume mais ne chante pas. Elle laisse simplement le son combler les vides de ses pensées. La circulation sur l'avenue est lente. Les camions soulèvent de la boue. Une moto passe très près, éclaboussant tout le pare-brise. Samantha retient un juron et rit toute seule, un rire court et nerveux. Son cœur bat vite sans raison apparente, ou avec toutes les raisons du monde. Kilomètre 23, ancienne autoroute. Elle répète, s'entraînant à prononcer la phrase qui lui trotte dans la tête depuis le matin. Maison jaune. Elle jette un coup d'œil rapide à son téléphone portable placé dans un support bon marché. La carte tremble, montrant une ligne bleue qui traverse la ville et disparaît en une fine ligne presque hors de l'écran. Elle respire. Vérifie le réservoir, un peu plus qu'à moitié plein sur le tableau de bord. Un voyant orange s'allume. Contrôle en retard. Elle le tapote comme pour lui demander de tenir encore un peu. Les limites de la ville, les bâtiments se font rares, des maisons basses à la peinture écaillée, des lumières qui clignotent derrière les rideaux. Une femme court le long de la rue avec des sacs en plastique, son parapluie retourné par le vent. Samantha ralentit, laisse passer la femme, lève la main dans un geste d'adieu qui lui vient sans réfléchir. Elle s'en rend compte et déglutit péniblement. Au revoir, depuis combien de temps n'avait-elle pas dit cela? La route ouverte de l'ancienne autoroute arrive comme un soupir. L'asphalte est parsemé de taches sombres. L'eau stagnante fait légèrement tanguer la voiture. Elle s'agrippe, le front appuyé contre le monde extérieur. Des panneaux défraîchis apparaissent et disparaissent dans le brouillard. 15 km, 17 km. Les essuie-glaces grincent. La radio fonctionne mal, puis se remet à marcher. L'air dans la voiture est très froid. Elle se frotte les mains sur le volant, réchauffant ses doigts avec son souffle. Son manteau. Il ne reste plus beaucoup de chemin à parcourir, se dit-elle, afin que son courage suive le rythme de la voiture. L'odeur de la terre humide pénètre par une fissure dans la vitre, lui rappelant les après-midi passés avec son fils dans le parc, les bottes boueuses, les rires faciles. Le souvenir est complet, avec ses couleurs et ses sons.
Elle l'accueille sans résistance, ne le fuit pas, mais respire avec lui. C'est comme si la route lavait quelque chose en elle. 20 kilomètres. Le ciel s'assombrit très tôt. Les phares coupent le brouillard en 2 bandes timides. Samantha cligne plusieurs fois des yeux, de peur de manquer un panneau, une entrée, un indice. Elle sait que si elle dépasse, elle n'aura peut-être pas le courage de faire demi-tour. Son téléphone portable vibre pour signaler une notification. Elle l'ignore. « Concentre-toi, Rivera ». Elle se répète, mais cette fois, la phrase n'est pas dure. C'est une étreinte. Une voiture de patrouille passe de l'autre côté. L'eau frappe violemment le pare-brise. Sa voiture tremble. Le petit autocollant se détache d'un coin et manque de tomber. Elle tend la main et l'attrape avant qu'il ne glisse sur le sol. Elle le remet en place, le colle avec du ruban adhésif qui se trouvait sur le tableau de bord et le replace calmement. « Reste ici avec moi », dit-elle au papier. « Ne me laisse pas me perdre ». La route se rétrécit en un tronçon sans accotement, avec des arbres tordus des 2 côtés, des branches qui ressemblent à des mains demandant de l'aide, la pluie qui tombe plus fort, des gouttes qui lui font mal aux oreilles. Le monde extérieur n'est qu'un flou. Le monde intérieur est le bruit du moteur et sa respiration mesurée. 22 km/h, son estomac se noue. Samantha change de vitesse. Elle sent la voiture gémir. L'odeur de l'huile emplit l'air. La jauge de température monte légèrement. Elle se mord la lèvre et parle à la voiture comme si c'était une personne. « Calme-toi, mon ami. On y est presque. Emmène-moi juste là-bas. Je m'en occupe. » Le téléphone recalcule l'itinéraire et vibre. Une flèche bleue clignote. Tourner à droite dans 1,2 km. Elle le répète doucement pour mémoriser. 1, 2. Son cœur bat au rythme des essuie-glaces. 1, 2, 1, 2. Elle touche le petit tampon avec 2 doigts, juste pour s'accrocher à quelque chose de chaud. 23 km. Le panneau apparaît soudainement, tordu et rongé par la rouille. Elle freine doucement, met son clignotant. La route goudronnée devient une étroite bouche de pierre et de boue. La roue s'enfonce dans une flaque d'eau. L'eau monte et descend, et Samantha expire l'air qu'elle retenait sans s'en rendre compte. « J'ai atteint le 23 », murmure-t-elle. Maintenant, la vieille route. L'entrée est une coupure dans la végétation. Les phares éclairent une route affreuse, pleine de nids de poules, de pierres instables et de flaques qui semblent très profondes. La voiture avance lentement, son corps bougeant à chaque secousse. La radio s'éteint pour toujours. Il ne reste plus que le bruit de la pluie et le frottement des branches sur le côté. Elle ralentit et conduit presque comme si elle marchait. Il n'y a pas d'odeur de chlore. Ici, ça sent l'herbe mouillée et le vieux métal. Le tableau de bord clignote à nouveau. Elle l'ignore, serre le petit tampon entre ses doigts et ferme les yeux une seconde. « Guide-moi ». Elle ouvre les yeux et continue. Dehors, un éclair traverse le ciel sans un bruit. Pendant un instant, la lumière dessine les ombres des arbres sur le pare-brise. Son cœur lui monte à la gorge. Une flaque profonde fait bondir la voiture. La ceinture de sécurité se resserre autour de sa poitrine. Elle rit nerveusement. « Tout va bien, répète-t-elle, comme elle le disait à son fils quand il avait peur du tonnerre. Maman est là. Elle freine et essuie l'intérieur de la vitre avec sa manche. Elle regarde à nouveau au loin. À travers le brouillard, quelque chose de clair est visible entre les ombres. Un muret, une clôture, rien n'est certain. Le monde est une tache humide et sombre, parsemée de minuscules points lumineux provenant de lucioles courageuses. Samantha arrête la voiture dans une partie moins humide de la route, le moteur ronronnant en refroidissant, la pluie frappant le toit comme des doigts pressés. Elle détache lentement sa ceinture de sécurité, pose son front sur le volant et prend 3 profondes inspirations. À la 3e, elle se met à pleurer, silencieusement, sans agitation, juste des larmes chaudes qui tombent et se mélangent au bruit de l'eau à l'extérieur. « J'ai peur », admet-elle très doucement, comme elle ne le fait jamais. « Mais j'y vais. Elle s'essuie le visage avec les mains, respire à nouveau, allume les feux de route. La petite image, désormais stable et tournée vers l'avant, semble regarder droit vers la route. Elle sourit tristement, embrasse le bout de ses doigts et touche le papier. Elle passe la première vitesse, relâche l'embrayage et la voiture recule lentement et prudemment dans l'obscurité humide de la vieille autoroute où, à un moment donné, elle ne voit toujours pas qu'il y a une promesse, une maison jaune. Et pour la première fois depuis longtemps, la route n'est pas aussi effrayante que l'idée de faire demi-tour. La pluie se transforme en une forte bruine au milieu du brouillard. Elle voit la maison, elle n'est pas jaune, elle est rouge, ou du moins l'était autrefois. La peinture s'est écaillée et tombe par morceaux, laissant apparaître la brique. Le portail tordu s'ouvre dans un grincement qui ressemble au cri d'un animal blessé.
Les hautes herbes touchent le pare-choc. Dans un coin de la cour, un tricycle rouillé avec un ruban bleu encore attaché au guidon se balance dans le vent, comme s'il appelait quelqu'un qui ne répond plus. Samantha coupe le moteur. Le silence s'installe, seulement rompu par les gouttes de pluie qui frappent que le toit de la voiture. Elle prend d'une profonde inspiration, saisit la carte de prière entre son pouce et son index, l'embrasse doucement et la repose sur le tableau de bord. La boue ressort, collée à sa chaussure. L'odeur de la terre humide s'élève, chaude, mêlée à une vieille odeur de bois humide provenant de la maison. Elle pousse le portail de la main et celui-ci s'ouvre dans un petit bruit sec. Le tricycle grince comme s'il se plaignait de cette visite. Son cœur bat fort au même rythme que les essuie-glaces, qu'elle a laissé allumer par habitude, tic-tac, jusqu'à ce qu'elle s'en souvienne et revienne les éteindre. Elle ajuste son manteau, remonte sa capuche et avance prudemment. « Bonjour !» Sa voix est faible et disparaît dans la cour. Il n'y a rien. Elle demande à nouveau, plus fermement. Seule la pluie répond sur le toit en tôle. Elle monte la marche à l'entrée. Le bois craque sous son poids, émettant un son qui lui donne des frissons dans le dos. La porte est entr'ouverte, une ligne sombre, une langue d'ombre qui demande du courage. Samantha pose ses doigts sur la charnière et pousse lentement. Ça craque. L'odeur à l'intérieur est celle de la poussière accumulée, du vieux papier et des souvenirs de ceux qui vivent dans les objets. « Avec votre permission », dit-elle doucement, comme pour demander pardon d'entrer. Le couloir est étroit, avec des taches d'humidité qui dessinent des cartes sur le mur. Chaque pas soulève une poussière argentée dans le rayon de lumière qui pénètre de la rue. Le salon s'ouvre sur la droite, une fenêtre avec un rideau déchiré, un fauteuil enfoncé, un meuble bancal avec 3 livres tombés et un verre renversé dans le coin. Une paire de petites chaussures en plastique rose oubliées, le lacet de l'une d'elles noué en un nœud parfait, comme si quelqu'un avait arrêté de jouer en plein milieu. Elle insiste, mais maintenant avec la voix de quelqu'un qui ne veut pas réveiller le passé. Elle fait 2 pas et s'arrête. Tout un mur, du sol au plafond, est recouvert de coupures de journaux et de rubans adhésifs jaunes sur lesquels sont inscrits en grosses lettres les titres suivants. La jeune fille disparue toujours recherchée. Les voisins signalent où elle se trouve. Lumière sur certains timbres avec des dates différentes. Sur d'autres, des photos en noir et blanc d'enfants au sourire figé qui font mal à voir. Au milieu des coupures de presse, on voit des flèches dessinées au stylo, des cercles, des noms, des numéros de téléphone rayés, un cri silencieux. Samantha a la poitrine serrée. Elle passe lentement ses doigts sur les papiers, traçant le chemin avec son ongle. Elle suit la ligne et trouve une autre note avec le titre « Briser leur réseau ». Elle ferme les yeux 1 seconde comme pour retenir une vague à l'intérieur de son corps sur la table basse recouverte d'une fine couche de poussière. Il y a un cadre photo en plastique posé à l'envers à côté, une tasse avec un cœur décoloré et une barrette en forme de fleur. Samantha hésite. Elle regarde la porte comme pour demander la permission. Elle retourne la photo. La pièce devient plus petite sur l'image. Steven semble plus vivant, avec une barbe soignée, une chemise simple et un sourire qui s'élève davantage d'un côté. À ses pieds se trouve une fillette d'environ 7 ans, les cheveux soigneusement tressés, 2 rubans de satin clair aux extrémités et des yeux sombres qui riment avec sa bouche et ses joues. Son bras est fermement enroulé autour de son cou, comme si elle lui faisait entièrement confiance, sans réserve. Il regarde l'appareil photo avec la fierté que seul un père peut avoir. Derrière eux, un mur peint en jaune, usé par le soleil. Peut-être que la maison était autrefois d'une autre couleur, à une autre époque. Samantha déglutit péniblement. Son doigt effleure le bord du cadre, enlevant un peu de poussière. Ce geste est un geste d'affection. Sans le vouloir, sa peau se hérisse, l'air change de densité. Elle retourne la photo et, au dos, à l'encre bleue, elle lit lentement, d'une voix à peine audible. « À Luz, avec tout mon amour, papa. Luz. » Le nom pénètre en elle comme un rayon de lumière et enflamme tous les articles de presse accrochés au mur. Luz, la fille aux tresses, au rire, au tricycle dans la cour, à la maison jaune sur la photo rouge devant ses yeux. Le temps a tout peint différemment, sauf l'absence. Elle respire, s'assoit sur l'accoudoir du fauteuil pour ne pas tomber et fixe la photo pendant un moment, comme si elle pouvait entendre un peu de ce rire sortir du papier. Elle passe doucement son pouce sur le visage de Steven, tient le cadre à 2 mains, ferme les yeux un instant et a envie d'appeler son nom, comme si la fille était dans la pièce d'à côté, se cachant, prête à dire « J'arrive ». Elle ne l'appelle pas. Elle ouvre les yeux et regarde le mur couvert de coupures de presse sur une feuille de papier déchirée. En haut, quelqu'un a écrit à la main avec courage et espoir « Ensemble, je ne lâcherai pas ». En dessous, il y a des dates, des notes,
des flèches pointant vers des endroits, des croix au stylo, des cercles autour de mots comme entrepôt, nuit, voiture blanche. Une tâche minutieuse et douloureuse. Samantha presse la photo contre sa poitrine et se lève. Le parquet craque sous ses pieds. Elle fait 2 pas vers le mur et touche une coupure de presse avec une petite photo de la même fille, un peu plus jeune, vêtue d'une robe à pois. La légende est courte. Luz Cruz, 7 ans. Le nom de famille a disparu, dit-elle doucement dans le vide, comme si elle confessait quelque chose. Sainte Lumière, c'est sa fille. Ses yeux se remplissent de larmes sans demander la permission. Les larmes coulent simplement, sans bruit. Ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de compréhension du nom de la douleur de voir enfin qui manque. Elle regarde à nouveau le tricycle à travers la fenêtre, les rubans bleus sur le guidon bougeant obstinément. Le vent entre et fait respirer le rideau. Toute la pièce semble se souvenir des petits pas qui couraient dans le couloir, de quelqu'un qui criait « Papa », d'une chanson idiote inventée sur le moment, et d'un jour où la maison a commencé à se vider. Samantha serre délicatement le cadre photo contre elle, les doigts tremblants, le cœur battant si fort dans sa gorge qu'elle en a mal. Elle sent une rage silencieuse monter en elle, accompagnée d'une immense affection pour cette fille qu'elle ne connaît pas et qu'elle aime déjà d'une manière qu'elle ne comprend pas. Sa montre vibre à son poignet, lui rappelant quelque chose. Elle l'ignore. Ici, le temps prend une autre forme. Elle regarde à nouveau le mur et lit un autre titre silencieux, « Famille ». Elle demande de l'aide. À côté, un numéro de téléphone est écrit au stylo, presque effacé. Elle passe son doigt dessus, comme si elle voulait sauver les chiffres par son toucher. Dans le coin inférieur, se trouve une carte mal dessinée, avec des flèches partout, comme si quelqu'un avait cherché des indices jusqu'à l'épuisement. Le vent claque la porte, qui bouge légèrement, et le bruit la ramène à elle-même. Elle s'essuie le visage avec la manche de son manteau, prend une profonde inspiration et serre à nouveau la photo contre elle. De retour avec tout mon amour, un amour qui les unit encore même si l'un disparaît de la vue de l'autre. Elle regarde autour d'elle comme pour dire au revoir à un hôtel, laisse la photo sur la table devant elle et essuie la poussière qui recouvre encore légèrement le sourire de la jeune fille. Elle ajuste le cadre jusqu'à ce qu'il soit droit, puis pose sa main sur sa poitrine, juste là où ça fait mal, et reste immobile un instant, écoutant sa propre respiration. « Luz », dit-elle très doucement, comme si elle appelait quelqu'un dans l'obscurité. « Je t'ai entendu ». La maison répond par le même silence qu'auparavant, mais maintenant, il semble différent. Ce n'est pas le vide, c'est l'attente. C'est comme si les murs avaient gardé un secret pendant longtemps et avaient soudainement révélé leur cœur. Samantha fait un pas en arrière, puis un autre en avant, comme si elle voulait partir et rester en même temps. Le tricycle grince à nouveau, l'exhortant à se dépêcher ou à faire attention, difficile à dire. Le portail tordu claque dans le vent, marquant un rythme étrange. Elle touche la photo une dernière fois et ferme les yeux pendant 2 secondes. Lorsqu'elle les rouvre, le mur découpé est toujours là, l'appelant. La question qui lui vient à l'esprit est simple et lourde. Pourquoi a-t-elle disparu? Et la réponse est introuvable dans cette pièce. Il n'y a que de la douleur et tout l'amour coincé derrière la photo, avec tout mon amour. Samantha prend une profonde inspiration. Elle sent l'odeur du papier humide, le bruissement et la promesse. Puis lentement, elle recommence à bouger sans faire de bruit. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend et ne l'oublie pas. Le vent souffle plus fort, faisant tournoyer les feuilles dans la cour. Samantha se tient dans la pièce, tenant toujours le cadre avec la photo de Steven et de la fille. Le bruit de la pluie s'atténue, mais l'air devient lourd de ce silence qui précède le tonnerre. Elle sent un frisson lui parcourir la nuque. Instinctivement, elle regarde vers la fenêtre. Parmi les branches mouillées, il y a du mouvement. Une ombre bouge de l'autre côté du mur. Elle retient son souffle. Soudain, une voix rauque, presque un murmure, perce le bruit de la pluie. « Docteur !» Le son est faible, urgent. Samantha s'approche de la fenêtre, le cœur battant. « Qui est là ?» demande-t-elle d'une voix maîtrisée, le corps à moitié caché derrière le rideau déchiré. Un homme apparaît de l'autre côté de la clôture, le visage ridé, le chapeau trempé, le manteau en toile. Ses yeux semblent plus animés par la peur que par la lumière. Il regarde de gauche à droite, comme s'il vérifiait que personne ne le suit. « Vous feriez mieux de partir, docteur », dit-il d'un ton ferme mais calme. « Les méchants règnent ici. » Samantha fronce les sourcils. « Les méchants? Que voulez-vous dire ?» Le vieil homme secoue la tête avec impatience. « Des gens dangereux. Ce n'est pas un endroit où se promener seul, surtout à la tombée de la nuit. Steven s'est mêlé à des gros bonnets. » Cette phrase la transperce comme un couteau froid. « Quel type? Dites-moi qui ils sont. » L'homme regarde le sol,
marche dans la boue, évite de la regarder dans les yeux. Je ne connais aucun nom. Je sais seulement que lorsqu'il est venu signaler quelque chose, les voitures ont commencé à arriver la nuit. Les cris, les bruits derrière la maison, puis plus rien, la fille a disparu et personne ne voulait parler, pas même la police. Samantha sent son estomac se nouer. Elle serre le cadre photo si fort qu'elle en brise presque le verre. Luz murmure « La fille ». Le vieil homme hoche la tête sans oser la regarder. Oui, la fille, il l'appelait Luz, jolie comme le soleil. Mais après ça, tout a changé, la maison s'est assombrie. Vous devriez partir, docteur, il n'y a plus rien de bon ici, plus rien de bon. Le tonnerre gronde au loin, faisant vibrer la fenêtre. Le vieil homme sursaute. Il regarde par-dessus son épaule et recule de 2 pas. « Je vous dis cela pour votre bien », ajoute-t-il d'une voix encore plus basse. « S'ils vous voient ici, ils pourraient penser que vous savez des choses, et ils ne pardonnent à personne. Attendez, s'il vous plaît. » Samantha essaie de l'appeler, mais l'homme s'est déjà retourné et s'éloigne rapidement, son chapeau tombant presque sur son visage. Seuls ses pas se perdent dans la boue. Le silence revient, intense, presque vivant. Samantha se tient à la fenêtre et regarde son ombre disparaître parmi les arbres. Le vent frappe la vitre et la fait reculer. Elle a le souffle court, la poitrine douloureuse, la peur commence à monter, un frisson lui parcourt le dos. Les méchants, les grands. Sa voix continue de résonner dans sa tête. Elle regarde à nouveau la photo qu'elle tient dans ses mains. Le sourire de la fille semble maintenant plus triste, comme si elle savait déjà tout depuis le début. Samantha déglutit péniblement, presse la photo contre sa poitrine et essaie de respirer lentement. « Qu'as-tu fait ?» murmure Steven. « Dans quoi t'es-tu fourré ?» La réponse ne vient pas, seulement le bruit du vent et le craquement du bois, comme si la maison avait peur elle aussi. Elle décide de continuer, montant lentement les escaliers, éclairée par la lampe torche de son téléphone portable. Le couloir à l'étage est étroit, les murs sont tachés, il y a une odeur d'humidité et de souvenirs, les portes sont entr'ouvertes et l'air est lourd, comme s'il était resté enfermé là pendant des années. La première pièce est petite, un lit d'enfant avec des draps à fleurs recouverts d'une fine couche de poussière, un oreiller dont la forme est encore marquée comme si quelqu'un avait dormi là et avait soudainement disparu, une poupée gisant sur le sol, sa robe déchirée, un œil manquant. Samantha s'agenouille, soulève la poupée et lui essuie le visage avec son pouce. Luz murmure à nouveau, la gorge serrée. Elle laisse la poupée sur le lit, soigneusement rangée, et se dirige vers la pièce suivante. La porte est coincée, mais cède sous la pression. À l'intérieur, l'odeur est différente. Papier vieux, fumé et une pointe d'alcool. C'est une chambre d'adulte, un bureau est poussé contre le mur, les tiroirs sont ouverts, des papiers sont éparpillés sur le sol, un cendrier plein, un verre cassé dans un coin, une valise ouverte avec des vêtements d'homme pliés à la hâte. Samantha fouille lentement en essayant de ne faire aucun bruit. Sur le sol, près du lit, se trouve un livre tombé, couvert de poussière et d'humidité. La couverture presque détruite, le titre effacé. Elle se penche et le ramasse avec précaution. C'est une Bible. Les pages sont déchirées et froissées, avec des notes à l'encre bleue et au stylo rouge. Elle tourne les pages calmement, les doigts tremblants. À plusieurs endroits, de courtes phrases sont écrites à la main. « Dieu, ne me laisse pas partir, pardonne-moi, mais je ne peux pas me taire. » Elle n'est pas à blâmer. Les lettres sont fermes, nerveuses. Les bords des pages sont tachés de ce qui semble être du sang séché. Samantha sent son cœur se serrer. La voix du vieil homme lui revient à l'esprit. Steven s'est mêlé à des gens importants. Elle continue à tourner les pages jusqu'à ce que quelque chose tombe sur le sol avec un bruit métallique, une petite clé bleue. Samantha se penche et la ramasse. Elle est légère mais froide sur le côté, gravée avec précision, d'un seul mot, lumière. Elle la regarde comme si elle tenait un mystère entre ses mains. Elle passe lentement son pouce sur le nom jusqu'à atteindre le Z. C'est une clé simple, mais elle a quelque chose de personnel. Ce n'est pas une clé de maison. Elle est plus petite, presque symbolique. Lumière, répète-t-elle, la voix tremblante. Est-ce pour toi ou à propos de toi? Elle regarde autour d'elle comme si la jeune fille pouvait répondre depuis un coin. Mais tout ce qu'elle entend, c'est la fuite du plafond qui tombe dans un vieux seau. Samantha referme lentement la Bible, tient la clé entre ses doigts et l'observe à la faible lumière de la lampe torche. La clé bleue reflète une douce lueur, comme si elle respirait. Elle la glisse dans la poche de sa robe de chambre, prend une profonde inspiration et s'assoit sur le bord du lit. Elle reste là en silence, écoutant la maison craquer sous le vent. Les paroles de son voisin résonnent encore dans ses oreilles. « Vous feriez mieux de partir, docteur. Ce sont les méchants qui règnent ici. » Mais au fond d'elle-même, elle sent autre chose grandir en même temps que sa peur,
une force, un appel, comme si le destin la tirait vers la clé qu'elle porte maintenant dans sa poche. Elle regarde la Bible fermée, touche la couverture déchirée et répète à voix basse, presque comme une prière, « Dieu, ne me lâche pas ». Les mots sortent d'une voix brisée mais sincère. La pluie dehors redouble d'intensité, frappant contre les fenêtres. Le tonnerre illumine la pièce pendant 1 seconde, et dans le flash, le reflet de la clé brille dans sa poche. Une lueur faible mais constante, comme un signe. Samantha prend une profonde inspiration, passe sa main sur son visage et se murmure « Je ne peux pas m'arrêter maintenant ». Le bruit de la pluie diminue, devenant un goutte à goutte lent et espacé, le genre qui donne l'impression que le monde retient son souffle. Le silence est si profond qu'on peut entendre son cœur battre dans sa poitrine. Boum, boum, boum. Elle se lève lentement, ajuste sa robe de chambre, qui est déjà sèche à certains endroits, et regarde vers la porte de la chambre, essayant de décider si elle doit descendre ou rester. Son corps veut partir, mais quelque chose en elle l'en empêche. Il y a trop de questions, et cet endroit semble détenir les réponses, cachées entre les murs humides et la poussière ancienne. Un grincement faible, mais distinct. Samantha reste immobile. Le bruit venait de l'extérieur. Une branche, un animal ou des pas. Elle éteint immédiatement la lampe torche. La pièce est plongée dans une obscurité humide. Ses pupilles se dilatent, essayant de voir quelque chose. Elle respire aussi lentement que possible, mais son cœur ne lui obéit pas. Il bat fort, comme s'il voulait être découvert. Un autre bruit, plus proche cette fois, un grincement dans le portail en bas. Elle s'approche de la fenêtre, marchant sur la pointe des pieds. Le sol grince légèrement, trahissant sa présence. Sa peau se hérisse. Elle se presse contre le mur, tend le cou et regarde à travers la fente du rideau déchiré. Une lumière provient des phares. Un gros camion noir avance lentement sur le chemin de terre devant la maison. Les pneus coupent-claboutent avec un bruit lourd et constant. Les vitres sont si sombres qu'on ne peut pas voir qui se trouve à l'intérieur. Le moteur vrombit doucement, presque imperceptiblement. Elle se cache derrière le rideau, le cœur battant à tout rompre. La lumière des phares pénètre par les interstices de la fenêtre et strie le sol de la pièce. Le faisceau lumineux passe lentement sur les murs, éclairant pendant quelques secondes les coupures de journaux, le lit, son visage tendu. « Mon Dieu !» murmure-t-elle, presque sans voix. Le camion ralentit, le moteur ronronnante comme un moteur affamé. Samantha ferme les yeux, retient son souffle. Le bruit du moteur s'arrête un instant. Le monde s'immobilise. Elle sent son sang se glacer. Ils ont vu la lumière de la lampe torche, pense-t-elle, la peur écrasant l'air dans ses poumons. La pluie recommence à tomber, douce mais suffisante pour masquer les pas qui semblent s'approcher de la porte. Un grincement métallique rompt le silence et son esprit s'emballe plus vite que son corps. Elle serre la clé bleue si fort dans sa main qu'elle sent le métal froid lui entailler la peau. C'est la seule chose qu'elle a dans la main, comme une amulette. Le bruit du moteur revient bruyamment et le camion se remet en mouvement, lentement, comme s'il inspectait les lieux à travers ses vitres sombres. Samantha reste immobile, sans même cligner des yeux. Le faisceau lumineux traverse à nouveau la fenêtre et illumine pendant 1 seconde sa silhouette contre le mur. Elle se baisse rapidement, le cœur prêt à exploser. Le véhicule avance de quelques mètres, puis s'arrête à nouveau. Le bruit du moteur s'atténue et disparaît, ne laissant que le bruit de la pluie. Elle attend 1 minute, 2, 3. Le temps semble s'être arrêté jusqu'à ce qu'un claquement de porte retentisse au loin. Le camion rugit à nouveau, et finalement le bruit s'éloigne, d'abord lentement, puis plus rapidement, jusqu'à disparaître près de la route. Samantha expire l'air qu'elle retenait sans s'en rendre compte. Ses jambes tremblent, son corps tout entier est mouillé de sueur froide. Elle pose sa main sur le mur, essayant de garder son équilibre. « Calme-toi, murmure-t-elle d'une voix brisée. Ils sont partis, mais la peur ne disparaît pas. La peur n'est pas le bruit de la voiture, c'est le silence qui suit. Elle rallume la lampe torche très lentement, couvrant la lumière de sa main pour qu'elle ne s'échappe pas à l'extérieur. Elle regarde autour d'elle. Tout est pareil, juste la pièce, la Bible sur le lit et l'air lourd. Mais en elle, tout a changé. Ce n'est plus seulement de la curiosité, c'est de l'instinct. Quelque chose lui dit qu'elle doit sortir de là immédiatement. Samantha descend les escaliers à petits pas, le cœur toujours battant à tout rompre. L'air est plus froid en bas, et le vent s'engouffre par les interstices des fenêtres, faisant bouger les rideaux comme des fantômes fatigués. Elle traverse le salon et jette un dernier regard au mur couvert de coupures de presse, aux mots rayés, à la photo de la fille autresse. « Je reviendrai », promet-elle à voix basse, comme si elle s'adressait à la photo. Elle rabaisse son chapeau, met la clé bleue dans la poche intérieure de sa robe de chambre et se dirige vers la porte.
Le portail du jardin grince lorsqu'elle le pousse pour l'ouvrir. La pluie tombe à nouveau plus fort, emportant la peur et collant ses cheveux à son visage. Ses chaussures s'enfoncent dans la boue. Chaque pas résonne doucement et lourdement. Son cœur veut battre à nouveau fort, comme si le bruit du moteur pouvait revenir à tout moment. Elle atteint la voiture et ouvre la porte d'une main tremblante. Le siège est humide et froid. Ses mains glissent sur le volant. Elle tourne la clé. Le moteur ne démarre pas du premier coup. « Allez, démarre, s'il te plaît », dit-elle en serrant les dents. Au deuxième essai, la voiture grogne et démarre. Le bruit du moteur est le plus beau qu'elle ait jamais entendu. Elle prend une profonde inspiration et allume les phares. Dans le reflet du rétroviseur, elle voit la silhouette de la maison derrière elle. La peinture écaillée, le portail tordu, le tricycle immobile. Tout est calme comme si rien ne s'était passé. Mais elle le sent, la maison le sait, elle le sait. Samantha passe la première vitesse et avance lentement, les pneus patinant dans la boue. La route étouffe le bruit du moteur. Son corps tremble encore, mais son regard est fixe, mélange de peur et de détermination. Elle plonge la main dans sa poche et touche la clé bleue. Le métal froid effleure sa peau chaude. Elle referme ses doigts dessus, prend une profonde inspiration et dit, presque dans un murmure, comme une promesse à elle-même, « Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas ». Elle accélère, et la lumière des phares se perd sur la route mouillée, tandis que derrière elle, la maison rouge replonge dans l'obscurité, gardant ses secrets pour une nuit de plus. L'horloge de l'hôpital indique 3h17 du matin. La pluie tombe à nouveau, légèrement, frappant la vitre de la fenêtre de l'unité de soins intensifs. Le couloir est silencieux, seuls les bips constants des machines et le bourdonnement des respirateurs viennent rompre le silence pesant de la nuit. Samantha marche lentement sur le sol blanc, les mains dans les poches de sa blouse, le corps fatigué, le visage pâle. La clé bleue dans sa poche pèse plus lourd que d'habitude, comme si le métal avait une vie propre. Elle s'arrête devant la chambre 204. La vitre, embuée par l'humidité, montre la silhouette immobile de Steven. Le même corps qu'elle a failli ouvrir avec un scalpel il y a quelques jours. Maintenant, il respire par lui-même, faiblement, mais il respire. Elle entre lentement. Les lumières sont tamisées, la télévision est éteinte et le son du moniteur cardiaque suit le même rythme que sa respiration, chaque bip étant un petit miracle. Elle s'approche du lit et remonte le drap jusqu'à son cou. Le geste est doux, presque maternel. « Tu vois », murmure-t-elle d'une voix mêlée de soulagement et de crainte. Ses yeux sont toujours fermés, mais ses paupières tremblent. Son corps bouge, ses doigts se contractent. Samantha prend instinctivement sa main, puis ses yeux s'ouvrent lentement. Ils sont différents, plus profonds, effrayés, comme s'il s'était réveillé d'un cauchemar qui n'est pas encore terminé. Elle se penche légèrement. « Steven, tu m'entends ?» Elle parle doucement pour ne pas l'effrayer. Il bouge les lèvres, mais aucun son ne sort. Elle prend un peu d'eau et lui humidifie les lèvres avec un coton. Il prend d'une profonde inspiration et réessaie. « Ah, où suis-je ? Oh, je suis à l'hôpital », répond-il d'une voix calme. « Tu es en sécurité. » Il ferme les yeux et des larmes coulent sans qu'il s'en rende compte. Samantha sent une boule dans sa gorge. « Je te croyais mort. Tu l'étais presque, » dit-elle. « Mais tu es revenu. » Il tourne lentement son visage et la regarde, essayant de comprendre qui elle est. Sa voix est faible. « C'était vous, docteur ?» Elle hoche la tête. « C'est moi, oui. » Steven prend une profonde inspiration, les mains tremblantes, les yeux remplis de larmes. Le silence devient pesant, puis il parle d'une voix rauque et brisée qui fait mal à entendre. « Ils l'ont emmené à cause de moi. » Samantha sent sa poitrine se serrer. Il ferme les yeux, les larmes coulant sur son visage émacié. « Ma petite fille, ma lumière, ils l'ont emmenée parce que j'ai parlé. » Samantha ne sait pas quoi dire, son corps est rigide. « Qu'as-tu dit ?» demande Samantha, essayant de ne pas paraître désespérée. Il serre sa main fermement et les mots sortent saccadés, comme si chacun lui coûtait son souffle. « J'ai dénoncé le réseau, les hommes qui achètent et vendent des enfants, ceux de l'ancien hôpital. » Sa voix le trahit, son corps tremble. « Je leur ai dit ce que je savais et ils sont venus la chercher. » Samantha porte la main à sa bouche, le cœur battant à tout rompre. « Le réseau » répète-t-elle, presque sans voix. « Quel réseau ?» Steven détourne le visage comme s'il n'avait pas le courage de regarder son passé en face. « Ils m'ont dit que si je parlais, ils me marqueraient. » Il porte sa main tremblante à sa poitrine, montrant la cicatrice sous sa clavicule. « C'est ici qu'ils m'ont marqué pour me faire taire. » Samantha regarde la cicatrice, cette croix parfaite qu'elle a vue il y a quelques jours, qui a maintenant une autre signification. Ce n'est pas un symbole de foi, c'est une menace, une marque de douleur. Il continue, la voix tremblante. « Ils m'ont laissé là, comme si j'étais mort.
Je pensais que je ne la reverrais jamais, mais Dieu m'a laissé respirer un peu plus longtemps pour lui dire où elle se trouve. Ses yeux se remplissent de larmes. « Où, Steven ?» Sa voix semble pleurer. « Où est ta fille ?» Il respire difficilement, sa poitrine se soulève lentement. « Là où ça sent le chlore », murmure-t-il. Une pièce sans fenêtre, toujours fermée à clé. La clé, sa main est encore faible. Il cherche la sienne, la serre avec une force surprenante et la regarde dans les yeux avec désespoir et foi à la fois. « Tu l'as, la clé ». Samantha sent un frisson lui parcourir le corps. La clé bleue dans sa poche semble brûler. « La clé », murmure Steven. Il ferme les yeux, les larmes coulant à nouveau. « Promettez-moi que vous la chercherez. » Elle essaie de parler, mais sa voix ne sort pas. Les mots restent coincés entre la peur et la compassion. Il insiste, serrant sa main plus fort. « Promettez-moi, docteur. » Samantha déglutit. Elle ne peut pas respirer, mais elle trouve la force de répondre. « Je vous le promets. » Son visage se détend. Un long soupir lui échappe. Elle lui caresse les cheveux et ajuste l'oreiller. Les moniteurs continuent de biper. Le rythme régulier de son cœur emplit la pièce. Le regard de Steven se perd vers le plafond, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne peut pas voir. Et il répète dans un murmure qui ressemble à une prière « Ne lâche pas, mon Dieu, ne lâche pas ». Samantha pose son front contre le sien, les larmes coulant sans résistance. « Je ne lâcherai pas non plus », murmure-t-elle. Le silence revient, seulement rompu par les bips du moniteur, le goutte à goutte de la perfusion et la respiration fatiguée de quelqu'un qui se bat encore pour vivre. Elle regarde à nouveau la cicatrice sur sa poitrine, la croix. Maintenant, elle comprend ce que c'est. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la colère, un avertissement, un souvenir gravé sur la peau de quelqu'un qui a osé affronter quelque chose de trop grand. Samantha s'éloigne, s'essuie les yeux avec le dos de la main et regarde par la fenêtre. La pluie tombe toujours dehors, lavant la vitre, lavant la nuit, mais pas la peur. Elle touche sa poche, sent le froid de la clé bleue et comprend sans avoir besoin d'en savoir plus que ce petit morceau de métal est le lien entre sa douleur et ce qui reste à venir. Le moniteur émet un bip constant. Toute la pièce sent l'alcool et les médicaments. Steven ferme les yeux, épuisé, mais le visage apaisé. Samantha, en revanche, a le cœur lourd, car elle connaît désormais l'étendue de l'horreur qui se cache derrière cette cicatrice. Et elle sait aussi que si elle décide de suivre ses conseils, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Elle regarde son reflet dans la vitre, son visage pâle et fatigué, et le chapelet dans la poche de sa robe. Elle prend une profonde inspiration et, pour la première fois, prononce une prière simple, presque silencieuse. « Mon Dieu, donnez-moi du courage. » Merci. La pluie répond par un coup de tonnerre lointain et la pièce redevient silencieuse, le genre de silence qui n'apparaît que lorsque la vérité commence à émerger. L'aube arrive, pâle, derrière les fenêtres de l'hôpital. La ville est encore endormie, mais Samantha est déjà debout. Elle n'a pas dormi, elle n'a même pas essayé. Elle a passé toute la nuit à repasser chaque mot prononcé par Steven, les répétant dans sa tête comme un refrain qui ne veut pas s'en aller. Il le garde là où ça sent le chlore, dans une pièce sans fenêtre. Elle marche dans le couloir vide, le bruit de ses pas résonnant sur les murs froids. L'air de l'hôpital sent comme d'habitude le désinfectant et le silence. Mais maintenant, cette odeur la dérange, lui brûle le nez. Et soudain, cet arôme, si familier à ceux qui vivent parmi les brancards et les scalpels, commence à lui rappeler de vieux souvenirs. Le chlore, la même odeur qu'elle avait sentie il y a de nombreuses années lors d'une inspection qui avait failli mal tourner. À l'époque, elle travaillait comme inspectrice d'État, vérifiant les dépôts illégaux de fournitures hospitalières. Il y avait un entrepôt isolé et abandonné où l'air était si chargé de chlore qu'il lui brûlait les yeux. Elle se souvient des masques chirurgicaux empilés, des seringues sales, des bouteilles sans étiquette et d'un bruit provenant du fond comme des portes qui claquaient. Samantha s'arrête au milieu du couloir. Elle ferme les yeux. Son cœur commence à battre plus vite. L'odeur, la description de Steven, tout est pareil. Elle court vers l'ancienne salle des archives, tourne la clé, entre, allume la lumière. L'air sent la poussière et le papier humide. Les étagères sont remplies de dossiers jaunes empilés au hasard, avec des dates écrites à la main. Elle passe ses doigts sur les titres, ouvre les tiroirs, étale les documents sur la table. « Allez, allez, allez » murmure-t-elle. « Je sais que c'est ici. » Les feuilles s'empilent. Rapports, notifications, formulaires d'inspection. Elle reconnaît sa propre signature sur certains d'entre eux, datant de plusieurs années, jusqu'à ce qu'elle trouve une pile plus ancienne avec un tampon bleu « Secteur de surveillance sanitaire Guadalajara 2015 ». Elle l'ouvre, de la poussière s'élève dans l'air
et lui pique les yeux. Elle tourne les pages les unes après les autres. Code, nom de clinique, adresse, numéro de licence, jusqu'à ce qu'un détail lui serre la poitrine. Un tampon rouge, interdit, sous le nom qu'elle lit à voix basse, comme si les lettres pesaient lourdement sur elle. Clinique San Gabriel. Le papier est jauni, l'encre est maculée par l'humidité, mais les informations sont claires. Motif, utilisation irrégulière de déchets biologiques et suspicion de trafic de matériel humain. Samantha sent son estomac se nouer. Elle s'assoit et regarde le papier avec des mains tremblantes. Les images commencent à s'assembler dans sa tête. L'entrepôt avec son odeur forte, le silence qui cachait quelque chose, la voix de Steven disant « pièce sans fenêtre ». Elle prend un autre dossier à l'intérieur. Il y a d'autres rapports d'inspection signés par d'autres médecins. Un schéma se répète. Mouvements nocturnes observés, camions non identifiés, produits chimiques stockés sans enregistrement, et dans un coin de plusieurs feuilles, un nom apparaît, répété comme une ombre. Dr Ramiro Cardenas, le directeur responsable. Elle murmure le nom comme si elle parlait au fantôme d'une personne dangereuse. En poursuivant sa lecture, elle trouve une note. La propriété connue sous le nom de Maison Jaune était enregistrée sous le même numéro RFC que la clinique San Gabriel. Samantha porte la main à sa bouche. L'air reste coincé. Sa tête tourne. La Maison Jaune, celle dont Steven a parlé, celle qu'elle vient de visiter, maintenant en ruine. Tout est scellé. Le bruit du ventilateur dans la pièce était la seule chose qui rompt le silence. Les feuilles tremblent sur la table. « Mon Dieu !» murmure-t-elle. « Était-ce cela? Était-ce tout ?» Elle empile les dossiers, sépare ceux qui portent le nom de la clinique. Elle prend le vieil ordinateur portable que l'hôpital utilise encore pour les fichiers internes et l'allume d'un geste précipité. L'écran met du temps à démarrer, émettant le bruit d'une vieille machine. Sur l'écran, elle tape « Clinique San Gabriel ». Le système affiche « Inactif » en rouge. Dernière inscription, 2017. Mais il y a une note. Rapport de mouvement nocturne. Plainte anonyme, non enquêtée. Samantha sent un frisson parcourir tout son corps. Une activité nocturne, comme l'avait dit le voisin. Des hommes viennent ici la nuit. Elle ouvre la carte numérique. L'emplacement clignote. La clinique se trouve à quelques kilomètres de l'hôpital, presque cachée sur une route bloquée depuis des années, la même route qui mène au kilomètre 23. Son cœur bat très fort. Ses mains sont moites. Elle ferme les yeux un instant. Elle sent à nouveau l'odeur du chlore. Cette fois, ce n'est pas imaginaire. L'air dans la pièce est lourd et ses souvenirs se mélangent à la réalité. Les pièces sont là, comme un puzzle cruel qui commence enfin à prendre sens. Steven a signalé quelque chose de trop important. Sa fille a disparu peu après. La maison dont il a parlé faisait partie du même réseau qu'elle, sans le savoir, avait aidé à enquêter. Un jour, il se lève et fait les 100 pas, ne sachant pas s'il doit pleurer ou crier. Les larmes viennent d'elles-mêmes, lui brûlant les yeux. C'est pourquoi il murmure, c'est pourquoi il te fait du mal. La main de Steven se dirige instinctivement vers sa poche. La pointe froide de la clé bleue touche ses doigts. Il l'attrape et le nom qui y est gravé semble briller dans la faible lumière de la pièce. Il retourne à l'ordinateur et tape le nom complet du directeur, Ramiro Cardenas. Le système met un certain temps à charger, puis affiche une ligne froide et sèche. Activité close, enquête archivée, aucune condamnation. Samantha rit faiblement. « Archivé ?» répète-t-elle amèrement. Bien sûr qu'ils l'ont archivé. Elle éteint l'ordinateur, prend les dossiers, met tout dans un sac et, avant de partir, regarde à nouveau l'ancien rapport avec le tampon rouge. Clinique San Gabriel fermée. Le papier est déchiré sur les bords, mais elle parvient à lire une note manuscrite, sûrement écrite par un employé à l'époque. Forte odeur de chlore, structure souterraine non inspectée. Le mot lui transperce la poitrine comme un couteau. Elle plie le papier et le met dans sa poche avec la clé. Son cœur bat très fort lorsqu'elle éteint la lumière dans la pièce. Le reflet dans le verre montre son visage fatigué et marqué, mais avec une lueur différente dans les yeux. Ce n'est plus seulement de la peur, c'est une conviction. Maintenant, elle comprend le chlore, le silence, la croix sur la peau de Steven, la clé bleue, la maison. Tout mène au même endroit, et pour la première fois, ce qu'elle ressent n'est plus du doute, mais une certitude. La certitude qu'il y a quelque chose de caché là où l'odeur du chlore ne disparaît jamais, et que, qu'elle le veuille ou non, elle a été choisie pour le trouver. Samantha met la main dans sa poche, sent la clé entre ses doigts et murmure à voix basse, dans un murmure qui ressemble plus à une prière qu'à une pensée. « Luz, guide-moi ». Elle quitte le salon alors que la pluie bat à nouveau contre la vitre.
emportant l'aube et le début d'une vérité qui ne restera plus enfouie. La nuit recouvre tout comme une lourde couverture. L'allée est pleine de nids de poules, avec de hautes herbes de chaque côté. Le moteur de la voiture gémit doucement avant que Samantha ne l'éteigne. Il ne reste plus que le bruit du vent qui s'infiltre par une fissure. L'ancienne clinique San Gabriel apparaît devant elle comme un bloc sombre, sans lumière, sans vie, avec des panneaux tordus, de la peinture écaillée, un endroit qui semble avoir oublié comment parler. « Es-tu sûr, Diego Salas ?» demande-t-il dans un murmure. Sa voix est grave, mais aujourd'hui, elle est douce et prudente, comme s'il avait peur de réveiller la nuit. « Non », répond Samantha honnêtement avec un sourire fatigué, « mais je dois le faire. » Ils regardent autour d'eux. Il n'y a personne, juste les phares éteints, la légère bruine qui est revenue et l'odeur de la forêt humide. Diego sort une petite lampe de poche de sa poche et couvre la lumière avec sa main pour ne pas révéler leur position. La légère bruine qui est revenue et l'odeur de la forêt humide. Diego sort une petite lampe de poche de sa poche et couvre la lumière avec sa main pour ne pas révéler leur position. Samantha ajuste sa robe sous son manteau sombre, attache ses cheveux en arrière et prend une profonde inspiration. La clé bleue pèse lourd dans sa poche comme si elle était en pierre. « Si quelque chose tourne mal, on court », dit-il. Diego, mi-sérieux, mi-plaisant, pour détendre l'atmosphère. « Si quelque chose tourne mal, tu cours », répond-elle. « Je reste. »« Oh, je ne te laisserai pas. » Il l'interrompt brusquement. « Je te l'ai déjà dit. » Ils avancent accroupis, près des ombres des murs. La cour de la clinique est un rectangle de ciment fissuré, avec des flaques d'eau reflétant un ciel sans étoiles. Une vieille civière rouillée gît près des poubelles comme un animal vaincu. Dans l'air, il y a une odeur de vieux produits chimiques. Elle n'est pas forte, mais elle est là. Diego la sent. « Tu le sens ?» demande-t-il. « Oui », répond-elle, l'estomac noué. « Ça vient d'ici. » Il s'approche du côté du bâtiment. Le plâtre s'effrite par morceaux, révélant les briques sombres. Une porte métallique basse sans enseigne, touchant presque le sol. Le cadenas semble trop neuf par rapport au reste. Il est lourd, brillant, épais, comme si quelqu'un était passé par là hier. Diego pose sa main sur la porte, colle son oreille contre elle, reste silencieux pendant quelques secondes, comptant les battements de son cœur. Il ne dit rien, pas de bruit de pas, pas de voix. Samantha pose son front contre le mur froid, ferme les yeux pendant une seconde. Son souffle sort rapidement, formant de petits nuages dans l'air froid. Elle met sa main dans sa poche, sent le métal, touche les lettres gravées. Elle le serre fort, comme si la clé pouvait lui répondre. « Tu trembles », remarque Diego gentiment, en posant sa main sur son épaule. « Respire avec moi. 1, 2, 3. 3. » Ils respirent ensemble. 1, 2, 3. Le monde se calme un peu. « J'ai peur », avoue-t-elle, presque sans voix. « Moi aussi », dit-il sans pitié. La peur est une bonne chose. Elle nous tient en alerte, mais elle ne nous contrôle pas. « Vas-y », dit-il. Elle ouvre les yeux et le regarde. Il y a là de la loyauté, des années de garde de nuit, des cafés froids partagés au petit matin. Il y a une amitié qui ne pose pas de questions. Elle est simplement là. « Merci Diego. Alors nous nous battrons s'il le faut, » dit-il en souriant. « Pour l'instant, ouvre-la. » Samantha s'agenouille devant la serrure. Ses jambes protestent, mais obéissent. Elle sort la clé bleue avec précaution, comme si le simple bruit du métal pouvait réveiller quelqu'un. La couleur de la clé brille légèrement dans la lumière cachée, simple et jolie. Le nom gravé reflète un éclair de la lampe torche. « De la lumière, s'il vous plaît », murmure-t-elle sans savoir à qui s'adresser. À la clé, à la fille, à Dieu. « Diego, apportez la clé à la serrure, s'il vous plaît. » Le trou semble très petit. Son cœur bat la chamade. Diego tient la lampe de poche à deux mains, la dirigeant uniquement là où c'est nécessaire. Calmement, il dit « Ça va rentrer ». La pointe de la clé touche le métal. Samantha la tourne lentement pour trouver le bon endroit. Elle ne rentre pas. Elle recule d'1 millimètre et réessaie. Sa main transpire. La clé glisse. Merde. Elle se mord la lèvre, respire, essuie sa main sur son pantalon et réessaie, guidée désormais par le toucher plutôt que par la précipitation. La clé trouve son chemin comme si elle reconnaissait la maison. Elle s'enfonce avec un léger clic, presque comme un soupir. « Elle est dedans », dit Diego avec un sourire surpris mais discret. Samantha tient la base de la serrure et tourne lentement la clé. Les dents du mécanisme grincent à l'intérieur. Le bruit est très fort dans le silence. Elle s'arrête, écoute, attend. Rien ne répond, sauf la pluie. « Allez !» l'encourage Diego. Elle finit de tourner la clé. Un clic sec,
La serrure cède. Lourde, elle tombe dans sa main. Pendant 1 seconde, personne ne respire. Samantha pose la serrure sur le sol comme si elle abandonnait un bébé. Elle tient toujours la clé entre ses doigts, la main tremblante, mais moins qu'avant. À présent, la peur est accompagnée d'autre chose, la détermination. Elle pose son autre main sur la poignée usée. Le métal est froid comme l'eau d'un puits. Elle regarde Diego. Il hoche la tête. « Je suis prête », murmure-t-elle. « À 3. À 3, confirme-t-il. Le vent siffle derrière le mur. Du plastique claque quelque part, produisant un triste bruit de battement. 2. Son estomac lui fait mal, comme avant une grande nouvelle. La voix de son cœur résonne plus fort que celle de sa tête. 3. Elle pousse la charnière. Elle grince, lui donnant la chair de poule. La porte s'ouvre lentement, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Un souffle d'air froid leur caresse le visage. Ils restent sur le seuil sans entrer, regardant l'obscurité qui s'ouvre de l'autre côté, comme la bouche d'un secret. La pluie continue de tomber doucement dehors, comptant les secondes. Diego pose son épaule sur la sienne. « Nous ne sommes pas seuls », dit-il doucement. « Je suis là. » Samantha plante ses pieds sur le sol humide, referme sa main sur la clé bleue et la met dans sa poche près de sa poitrine. « Merci », dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Toute la cour semble retenir son souffle avec eux. La porte, désormais ouverte, est une ligne noire au milieu de l'ombre. Le bruit du monde s'estompe. Le temps se tait. Le couloir avale la lumière de la lampe torche comme s'il était affamé. Le sol est lisse et froid, marqué par de vieilles traces de roues. L'air brûle son nez. Il y a une forte odeur de chlore, celle qui irrite la gorge et fait pleurer les yeux. Samantha fait 2 pas et s'arrête. Le bruit de ses propres pas résonne. Diego, derrière elle, respire doucement. On entend un murmure. Elle ferme les yeux 1 seconde. Elle écoute. Au loin, comme un mince fil sonore emprisonné dans le mur, il y a un cri. Il n'est pas fort. C'est un cri qui veut se cacher. Un cri qui demande pardon d'exister. Samantha pointe la lampe torche vers le sol pour ne pas tout éclairer. Elle suit le son. Une porte à gauche est fermée. Une autre à droite a une vitre peinte en blanc à l'intérieur. Rien. Le cri vient du bout du couloir, là où il tourne et semble s'amenuiser. Chaque pas est lourd. L'odeur de chlore s'intensifie. C'est comme marcher à l'intérieur d'une piscine abandonnée. Son cœur bat dans son cou. Sa main se dirige vers sa poche sans qu'elle y pense. Elle touche la clé bleue, la serre et entre. Ils arrivent devant une porte sans numéro, en métal froid, sans fenêtre, juste une bande de peinture écaillée à hauteur de la poignée. Samantha colle son oreille de l'autre côté. Le petit cri étouffé, comme si la personne qui pleure ne voulait déranger personne. Elle regarde Diego. Il hoche la tête. « Vas-y ». La poignée cède dans un grincement sourd. La porte s'ouvre de quelques centimètres. Un vent froid s'échappe, apportant avec lui une odeur plus forte de chlore. La lampe torche cachée dans sa main n'éclaire que le sol. Un sol gris, une vieille couverture jetée par terre, un gobelet en plastique sur le sol. « Bonjour Samantha », dit-elle de sa voix la plus douce. « Tout va bien, je ne vais pas te faire de mal. » Silence. Les pleurs s'arrêtent soudainement, comme si la peur étouffait le son dans sa gorge. Lentement, elle murmure « Diego, je reste à la porte. » Samantha entre lentement. La lumière éclaire le sol. La pièce n'a pas de fenêtre. Les murs sont lisses, humides à certains endroits. Dans un coin, un matelas fin, recouvert d'un très grand manteau adulte brun foncé. En dessous, un petit corps est recroquevillé. « Mon amour, essaie encore », dit-elle en s'agenouillant sur le sol froid. « Je suis le docteur. » Le manteau bouge. 2 grands yeux empreints d'une vieille peur apparaissent à travers une fente. La lampe de poche éclaire juste assez pour voir un visage mince, les joues marquées par le sommeil et les larmes, des tresses tordues comme si elles avaient été faites à la hâte de ses propres mains. « Tu es le docteur ». La voix est presque un soupir. Samantha sent son âme monter à sa gorge. Elle sourit du coin des lèvres, car c'est le seul sourire qui ne l'effraie pas. « Je suis l'ami de ton père ». Les yeux de la fillette clignent lentement, se remplissant de larmes. Le manteau glisse un peu plus, révélant le reste de son visage, le bout de son nez rougi par les pleurs, ses petites mains maigres agrippant le manteau comme quelqu'un s'accrochant au bord d'un bateau. « Mon papa ». Sa voix se brise, attendant un oui. Samantha s'approche lentement, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Elle s'agenouille sur le sol, sentant le froid remonter le long de sa jambe, mais elle ne bouge pas. Elle ouvre ses mains vides, montrant qu'elle n'a rien qui puisse lui faire du mal. « Je suis avec lui », dit-elle fermement et tendrement. « Il m'a demandé de te trouver, et me voilà. »
Luz. Ce nom prononcé à voix haute remplit la pièce de sens. La jeune fille serre les lèvres pour ne pas pleurer, mais 2 larmes coulent malgré tout. Elle rampe un peu vers l'avant, comme un petit animal qui veut sortir de sa cachette, mais ne sait pas encore s'il en est capable. « J'ai peur », murmure-t-elle. « Moi aussi », avoue Samantha sans regret. « Mais maintenant, je suis avec toi. Respire avec moi. » Oui, 1, 2, 3 et 3. La jeune fille essaie. L'air entre par petites bouffées, mais il entre. Ses mains desserrent un peu le manteau. Ses doigts sont fins et ses ongles rongés. Samantha tend la main, paume vers le haut, sans la toucher. Chavez demande la permission du regard. Luz voit sa main, voit son visage, prend 1 seconde, puis pose ses doigts dessus, légèrement, comme pour vérifier si c'est réel. La peau est chaude et tremblante. Samantha ferme lentement sa main, enveloppante, réconfortante, sans serrer. « C'est ça », murmure-t-elle. « Je suis là. » Diego reste à la porte, dos au couloir, observant. Il hoche la tête sans se retourner. Tout est clair pour l'instant. Le silence dans le couloir semble maintenir le monde en place pour que cette scène puisse exister. Samantha s'approche un peu plus et, dans un geste imprévu, incline son front jusqu'à toucher celui de la jeune fille. C'est un contact bref, respectueux, ancien, comme si les deux se connaissaient depuis longtemps. La jeune fille ferme les yeux. L'air change de densité pendant un instant. Il n'y a plus de chlore, plus de couloir, plus de peur. Seulement la chaleur de 2 fronts qui se rencontrent dans l'obscurité. « Tu as mal quelque part ?» demande Samantha doucement, sans retirer son front de celui de la jeune fille. La fillette bouge lentement, puis fait un léger geste, sa voix ne sort pas. « Respirons plus lentement », enseigne Samantha, en comptant rythmiquement. 1, 2, 3. Très bien. Le petit corps la suit, les tremblements s'apaisent, le manteau glisse complètement, révélant une robe usée, des chaussettes dépareillées, des genoux écorchés. La poitrine de Samantha se serre, mais elle ne laisse pas la douleur se transformer en peur. Elle reste là, ferme, présente. « Je te cherchais », poursuit-elle d'un ton presque chantant. « Ton père a prononcé ton nom. Il a dit Luz. Il m'a demandé de ne pas te laisser seule. » La fillette ouvre les yeux. On y voit une étincelle qui ne provient pas des larmes. Elle vient de quelqu'un qui recommence à croire au monde, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Luz l'a dit. Elle demande comme quelqu'un qui a besoin d'un petit morceau de paradis à garder dans sa poche. « Vraiment », répond Samantha sans hésiter. « Ton nom était la chose la plus forte que Luz ait dite. » Elle se mord la lèvre et détourne le regard comme si elle se souvenait de quelque chose de laid. Puis elle regarde à nouveau dans les yeux de Samantha qui ne détourne pas le regard. Il n'y a pas de dégoût, pas de précipitation, pas de grande question, juste un « je suis là, je peux te croire ». La question touche à l'enfance et à toute une vie. Samantha sourit légèrement et ses yeux se remplissent de larmes sans couler. « Tu peux le faire », expire la jeune fille, presque un soupir de soulagement. Son corps cède d'1 centimètre. Samantha passe lentement son pouce sur le dos de sa main, disant sans rien dire « Ça va, ça va, ça va ». Diego ose faire un pas à l'intérieur, la voix basse pour ne rien briser. « Bonjour Luz, je m'appelle Diego. Je suis avec elle. Nous sommes ensemble. » Oui, la jeune fille le regarde, d'abord avec peur, puis avec curiosité. Elle voit son visage aimable, ses mains vides, son attitude protectrice. Il lui fait un léger signe de tête. « Tu as froid ?» demande Samantha. Luz hausse les épaules. Le manteau est grand, mais humide. Samantha enlève un pull fin qu'elle a apporté sans y penser et le pose délicatement sur les épaules de la jeune fille, comme si elle habillait un petit oiseau. « Voilà, tu es bien au chaud », murmure-t-elle. Luz agrippe le bord du pull à 2 mains, comme pour serrer dans ses bras la preuve que le monde peut être doux. Sa respiration se calme, ses pleurs se transforment en sanglots. « Merci », parvient-elle à dire doucement. « Tu n'as pas à me remercier », répond Samantha. « Reste avec moi, d'accord ?» La fillette acquiesce presque silencieusement. Puis, comme si son courage avait un peu grandi, elle se penche à nouveau et pose son front contre celui de Samantha. Elle reste ainsi pendant 3 secondes, 4, 5. Le temps apprend à respecter le couloir à l'extérieur qui est toujours froid, le chlore toujours piquant, la vie toujours difficile. Mais dans ce coin sans fenêtre de la pièce, quelque chose de simple et d'énorme se produit. 2 personnes se reconnaissent, l'une qui a promis de venir, l'autre qui a attendu sans savoir si quelqu'un viendrait. « Respirons ensemble à nouveau », murmure Samantha, les yeux fermés. 1, 2, 3. Et le silence qui suit lui serre la poitrine. Non pas de peur, mais de tendresse, celle qui vous rappelle pourquoi cela vaut la peine de continuer. Le silence est soudainement rompu par un son aigu qui transperce l'air. L'alarme désespérée et stridente,
comme si le bâtiment lui-même criait. La lumière lui couvre les oreilles et elle se recroqueville. Samantha sent son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine. Diego regarde des deux côtés du couloir, le visage tendu, la sueur coulant sur ses tempes. « Merde, ils nous ont trouvés !» lâche-t-il d'une voix rauque. Les lumières clignotent, le couloir se remplit d'une lumière rouge pulsante. Le son de l'alarme semble provenir de l'intérieur de leur tête. Samantha attrape la fille par le bras et la tire vers elle. « Reste avec moi », dit-elle. « Igo, oui, parle vite, sans respirer, regarde-moi, sortons d'ici. » La fille essaie de répondre, mais sa voix se perd dans le bruit. La peur est trop grande pour tenir dans son corps. « Par là !» crie Diego en montrant un escalier étroit au bout du couloir. Ils se mettent à courir. Le sol mouillé fait glisser leurs chaussures. On entend au loin le bruit des bottes des gardes qui se rapprochent de plus en plus. Des cris, des portes qui claquent, du métal qui racle. Samantha sent le sang battre dans ses oreilles. Luz trébuche, mais elle la tient par la taille et la soulève avec élan. « Tiens bon, mon amour, respire, marche. » Elle descend dans les marches une à une sans se retourner. Le couloir en bas est plus étroit, l'air plus lourd. Au-dessus, des voix crient en espagnol, confuses. Là-bas, fermez la sortie. Diego s'arrête un instant et pousse une vieille civière au milieu du couloir, bloquant le passage. Cela devrait les retarder un peu. Samantha le regarde précipitamment. Et s'il t'attrape, il lui fait un demi-sourire. Le genre de sourire qui dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Cours, Sam, s'il te plaît. Elle veut dire quelque chose, mais les pas se font à nouveau plus forts. Diego ouvre la porte métallique de l'escalier latéral et la maintient avec son épaule. Cours, je reste, elle ne crie pas. Tu viens avec moi, je viendrai plus tard, je te le promets. Allez, Samantha n'a pas le choix. Elle prend Luz par la main et franchit la porte. L'escalier est raide et en béton. Les lumières clignotent. L'air sent le chlore et la poussière. Derrière eux, Diego referme la porte et écoute les hommes approcher. Quelques secondes plus tard, un bruit métallique retentit, comme si quelque chose bloquait le passage. « Hé, docteur !» crie-t-il. « J'ai appelé la police. Ils sont en route. » Sa voix résonne au loin. Samantha veut faire demi-tour, mais Luz la tire par la manche. « Docteur, venez !» L'escalier débouche sur un couloir étroit qui mène à l'extérieur. La pluie tombe fort, leur fouettant le visage. La nuit est froide. Des sirènes se font entendre au loin, d'abord douces, puis de plus en plus fortes, remplissant l'air d'un sentiment d'urgence. Samantha serre Luz contre sa poitrine et court, le vent lui coupant la peau, ses poumons brûlants. Les sons derrière elle se mélangent. Des cris, des pas, l'écho de l'alarme. Un coup de feu déchire l'air, le son aigu faisant hurler Luz. Samantha la serre instinctivement dans ses bras, tombant avec elle derrière une colonne en béton. Mur en béton, un autre coup de feu. Des étincelles frappent le métal et rebondissent. « Respire, mon amour, respire avec moi. 1, 2, 3. » Elle murmure à son oreille, essayant de rester calme. Luz pleure, les épaules secouées de sanglots. Samantha la serre fort contre elle, la protégeant de son corps, couvrant sa tête avec son manteau. La pluie trempe tout, ses cheveux, ses vêtements, le sol. Mais elle ne bouge pas. Les coups de feu s'arrêtent un instant. Tout ce qu'elle entend, c'est l'eau, les sirènes qui se rapprochent, son cœur qui bat à toute vitesse. « Chut, tout va bien, ça va passer », répète Samantha, sans savoir si elle essaie de calmer Luz ou elle-même. Un bruit de moteur puissant, des lumières qui transpercent le brouillard. Les gyrophares bleus et rouges des voitures de patrouille qui fendent de l'obscurité comme un couteau. La police. Luz lève le visage, les yeux grands ouverts. « Qui sont-ils, des amis ?» répond Samantha d'une voix tremblante. « Ils vont nous aider. » D'autres cris, d'autres bruits de pas. Les hommes qui la suivaient courent maintenant dans la direction opposée. Samantha prend Luz par la main et se lève, les jambes lui répondant à peine. « Allez, mon amour, ça ne sera plus long maintenant. » Elle court vers la lumière des voitures de patrouille. Derrière elle, on entend au loin le bruit d'un dernier coup de feu qui se mêle au grondement du tonnerre. Le cœur de Samantha semble vouloir sortir de sa poitrine lorsqu'elles atteignent la sortie latérale. Le portail est entrouvert. Un policier en imperméable crie quelque chose qu'elle ne comprend pas. Samantha lève les mains pour montrer qu'elle a un enfant avec elle. « À l'aide, s'il vous plaît. » Sa voix est rauque, presque essoufflée. L'enfant. Le policier court vers eux et les aide à franchir la porte. Luz trébuche, mais ils la soutiennent. L'enfant serre fort la main de Samantha, comme si le monde entier dépendait de ce contact. « Tout va bien », répète Samantha, le visage près de celui de l'enfant. « Tout va bien. » D'autres sirènes retentissent. La pluie tombe fort, nettoyant la cour, effaçant les empreintes de pas.
emportant le sang qui coule d'une coupure au bras de Samantha. Elle ne le sent même pas. Elle serre simplement Luz dans ses bras et respire profondément. 1, 2, 3. La fillette, tremblante, répète doucement. 1, 2, 3. Et là, au milieu du chaos de la pluie et du bruit, Samantha réalise qu'elle est toujours en vie, que la fillette l'est aussi, que par un miracle qu'elle ne comprend toujours pas, elles ont réussi à respirer ensemble au milieu de l'enfer. Elle serre Luz dans ses bras, les yeux fermés, tout son corps tremblant. Le bruit de la sirène continue, mais il semble maintenant lointain. Tout le monde semble s'arrêter pendant 1 seconde. Il n'y a plus que la pluie et le miracle d'être encore là. L'hôpital est silencieux. C'est à nouveau l'aube. Les lumières froides peignent le sol d'un blanc presque triste. Le bruit des machines vient de loin, répétitif comme une horloge d'espoir. L'odeur est la même que d'habitude. Médicaments, alcool, vie et mort se mélangent dans l'air. Sur la civière, Steven se réveille lentement, les paupières lourdes, le corps fatigué, les câbles collés à sa peau. Le moniteur affiche un rythme irrégulier mais vif. Il essaie de lever la tête, mais la douleur est immédiate. Un poids lui écrase la poitrine. Malgré tout, il essaie à nouveau. « Où est-elle » murmure-t-il faiblement. L'infirmière à côté de lui se précipite. « Monsieur, ne bougez pas, vous devez vous reposer. » Steven l'ignore, ses mains cherchant un appui, son corps tremblant comme s'il risquait de tomber à tout moment. Mais il y a une force qui ne vient pas de ses muscles, elle vient de l'intérieur, d'un endroit que même la douleur ne peut atteindre. « Je veux la voir », répète-t-il dans un murmure qui transperce l'air. « Ma fille ». L'infirmière essaie de le repousser sur la civière. « Vous ne pouvez pas, monsieur, votre cœur est trop faible. » Steven secoue la tête, les yeux remplis de larmes. Peu importe, juste 1 seconde. Ses doigts arrachent les câbles du capteur, retirant le ruban adhésif collé à sa poitrine. Le bip s'accélère. L'infirmier crie le nom de Samantha, mais Steven est déjà en train d'attraper la barrière du lit et de poser son pied sur le sol. Ses jambes le lâchent. Il manque de tomber, mais il tient bon. Un pas, puis un autre. Le sol lui semble instable. Dans le couloir, une infirmière s'approche, effrayée. « Monsieur Cruz, s'il vous plaît !» Il continue d'avancer. Son corps est penché en avant, son cœur bat à tout rompre. Le moniteur portable émet des bips de plus en plus rapides. La douleur dans sa poitrine est vive, mais son regard ne vacille pas. Il sait où il va, à l'autre bout du couloir. Samantha apparaît, poussant un fauteuil roulant à côté d'elle. La petite fille, les cheveux encore mouillés, est enveloppée dans une couverture bleue, pieds nus, les yeux alertes. Elle regarde devant elle et l'aperçoit. « Papa !» Le mot explose dans le couloir, transperçant tout. Steven s'arrête. Le son de sa voix le brise de l'intérieur. Ses jambes tremblent, mais il se redresse. Des larmes coulent sur son visage sans honte, sans contrôle. Il ouvre les bras, faible et tremblant, mais ouvert. « Ma lumière !» dit Samantha en pleurant. Elle lâche la chaise, prend la fillette par les épaules et l'aide à se relever. Luz court, la couverture tombe par terre. Le bruit de ses pas est faible. Mais le cœur de Steven l'entend comme un coup de tonnerre. Elle l'atteint. Il la serre dans ses bras comme s'il avait peur que le monde ne la lui reprenne. Ils s'étreignent fermement, leurs petits et grands corps s'emboîtant avec désespoir et amour. « Papa, je croyais que tu étais mort », sanglote-t-elle, le visage caché dans sa poitrine. « Jamais, ma vie, je t'ai cherché tous les jours. » Elle peut à peine parler. Les mots se mélangent aux larmes. « Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi. » Samantha les observe de loin, les mains sur le visage, les yeux remplis de larmes. Le temps semble s'être arrêté. Le bruit des moniteurs, les pas, les voix, tout disparaît. Seule cette étreinte existe, une étreinte qui unit 2 morceaux du même cœur après tant de temps passés séparés. Le corps de Steven commence à faiblir, son visage change de couleur, il se penche mais ne lâche pas sa fille. Samantha court vers eux. « Steven, fais attention », elle essaye de le retenir. « Assieds-toi, s'il te plaît. » Il secoue la tête. Sa respiration faiblit. « Pas encore, dit-il, à bout de souffle. « Laisse-moi la regarder encore un peu. » Luz prend son visage entre ses 2 petites mains délicates. « Papa, ne pleure pas, je suis là maintenant. » Il sourit d'un sourire fatigué et magnifique. Une larme roule lentement sur sa barbe. Le moniteur à son poignet émet des bips irréguliers. Le son s'accélère et s'interrompt. Steven tend la main vers Samantha. Elle la prend. Maintenant, les 3 mains se rejoignent. La sienne, celle de Samantha et celle de la petite fille. Un triangle chaleureux au milieu du froid. « Merci », murmure-t-il en regardant les 2 visages. « Dieu ne m'a pas abandonné. »
Sa poitrine se soulève et s'abaisse avec difficulté. Ses yeux deviennent humides et calmes. Son expression passe de la douleur à la paix. « Steven !» Samantha essaie de parler, mais sa voix se brise. Il tient toujours sa main, mais ses forces l'abandonnent. Son corps cède, ses genoux fléchissent. Samantha le retient avant qu'il ne tombe, le déposant délicatement sur le sol froid du couloir. Luz s'agenouille à côté de lui en pleurant. « Papa, non, papa, s'il te plaît !» Samantha appuie sur sa poitrine, appelant à l'aide. « Infirmière, vite !» On entend des pas qui courent. Un chariot d'urgence arrive. Ils allument le défibrillateur. Des mains donnent des ordres. Le bip devient une ligne droite. Samantha a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Un médecin place les électrodes sur sa poitrine et les décharge. Le corps de Steven tremble. Le son revient, un bip faible. Mais il est là. Samantha couvre sa bouche de sa main, sanglotant. Luz attrape le bras de son père et ne le lâche pas. « Papa, respire, s'il te plaît. » Le médecin regarde le moniteur. Le rythme cardiaque est lent et instable, mais il est là. Il lève les yeux vers Samantha. Il respire. Elle tombe à genoux, les larmes coulant sans contrôle. Elle regarde Steven, son visage serein, sa poitrine se soulevant lentement, le même sourire doux toujours sur ses lèvres. Luz pose son front contre le sien. « Je t'aime, papa. » Le bip du moniteur accompagne le silence qui suit. Chaque son est une petite victoire, chaque seconde, un miracle. Samantha prend la main de la jeune fille et murmure d'une voix brisée mais ferme. « Il est là. Luz est toujours là. » Et dans ce couloir froid qui sent l'alcool et la vie confuse, le père et la fille sont réunis, brisés, fragiles, mais ensemble. Et c'est tout ce qui compte. Le temps passe lentement, comme s'il ne voulait pas s'en aller. Les semaines sont remplies de pansements, de silence et de petites victoires. L'hôpital qui était autrefois rempli de bruit froid est désormais gravé dans la mémoire comme le lieu où la douleur a rencontré le miracle. Le soleil de cet après-midi a la couleur du pardon, celle qui laisse le ciel entre l'or et le rose, comme si Dieu voulait peindre lentement. La place est calme. Les enfants courent entre les bancs. Les pigeons marchent sans se presser et le vent apporte l'odeur du pop-corn et des fleurs. Dans un coin, assis sur un banc en bois, Steven tient une vieille guitare, la même que quelqu'un avait gardée pour lui à l'hôpital. Ses mains tremblent encore, marquées par les cicatrices de la perfusion et la croix sur sa poitrine. Chaque accord est joué avec soin, mais avec âme. Les cordes sont un peu désaccordées, mais le son est beau, pur, vivant. À côté de lui, Luz chante doucement. Sa voix est faible mais douce. Elle chante comme si elle parlait au ciel. Ses cheveux brillent au soleil au-dessus d'elle. Elle regarde son père avec un amour qui n'a pas besoin de mots, et entre deux accords, il la regarde en retour avec un sourire qui exprime à la fois la gratitude, la culpabilité et un nouveau départ. Samantha est à quelques mètres devant, appuyée contre un poteau, les regardant tous les deux. Ses yeux sont remplis de larmes, mais son sourire est calme. Le vent agite ses cheveux, et la lumière dorée du coucher de soleil semble les envelopper tous les trois. Elle fouille dans la poche de son manteau et sent quelque chose de petit et de familier. Le chapelet, celui-là même qu'elle avait mis de côté il y a des années après la mort de son fils. Il est là à nouveau, entier, propre, ses perles froides touchant sa peau chaude. Samantha le tient entre ses doigts, passant lentement son pouce dessus, comme si elle parlait au passé. Le son de la guitare continue de se mêler au rire des enfants. La vie reprend enfin ses droits. Elle s'approche lentement. Luz la voit la première, sourit et court la serrer dans ses bras. Le docteur Samantha s'accroupit et serre la petite fille contre sa poitrine. « Appelle-moi Samantha », dit-elle en riant doucement. Luz secoue la tête, bougeant ses petits doigts. « Papa va mieux », dit-elle fièrement. Samantha regarde l'homme assis sur le banc. Steven lève les yeux, hoche la tête et son sourire est si simple qu'il en est presque douloureux. « Papa va mieux », dit-elle fièrement. « Il est temps de rejouer. » Samantha regarde l'homme assis sur le banc. Steven lève les yeux, hoche la tête et sourit si simplement que cela fait mal tant c'est beau. Elle s'avance vers lui et ils se regardent en silence pendant un moment qui semble assez long pour guérir un petit bout du monde. « Tu joues bien », dit-il d'une voix brisée en essayant d'accorder une corde. Ses mains tremblent encore, mais son cœur ne tremble plus. Samantha sourit. C'est ce qui compte. Il arrête de jouer et regarde la cicatrice qui dépasse de son t-shirt. Il passe son doigt dessus avec précaution, comme s'il touchait un symbole sacré. « Avant, c'était une marque de peur », dit-il doucement. « Maintenant, elle me rappelle que je suis toujours en vie. » Luz s'approche derrière lui et serre son père dans ses bras, son petit visage pressé contre son dos.
Et que Dieu te bénisse, dit Steven en riant, les larmes coulant sans effort. Il prend la main de sa fille et recommence à jouer, avec un rythme plus joyeux cette fois. Samantha s'assoit à côté de lui et les regarde pendant quelques minutes. Personne ne parle, seuls se font entendre le son de la guitare et la douce voix de Luz. Les gens passent sur la place, regardent, puis continuent leur chemin. Personne n'imagine ce que ces 3 personnes ont vécu, et peut-être n'ont-ils pas besoin de le savoir. Le soleil commence à se cacher derrière les arbres, le ciel devient orange. Samantha ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Elle sent le vent chaud sur son visage. Le rire de Luz est si léger qu'il semble miraculeux. Elle reprend le chapelet et le serre fort dans sa main. Elle sent le métal froid de la croix entre ses doigts et laisse échapper une larme. « Mon fils », murmure-t-elle, presque sans voix. « Aujourd'hui, je crois à nouveau. » Le vent semble lui répondre, doux comme un souffle de paix. Elle lève les yeux. Esteban joue les yeux fermés. Luz chante, le visage illuminé par la fin de la journée, et pendant un instant, le monde entier semble silencieux. Seul le son des cordes, le rire de la jeune fille et la foi qui revient dans un cœur fatigué se font entendre. Samantha fait passer le chapelet entre ses doigts et laisse ses pensées s'envoler, légères et libres comme une prière sans propriétaire. Combien de fois éteignons-nous l'espoir avant que le miracle n'arrive? Le soleil disparaît derrière les arbres. Les voix restent, tout comme l'amour. Si cette histoire vous a touché, dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus ému. Abonnez-vous pour écouter la prochaine et aujourd'hui, serrez dans vos bras quelqu'un que vous aimez.